Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Entre Chums Podcast, épisode 26. Ici Annick, je vous présente vos animateurs Kevin et Guillaume et aujourd'hui comme invité Raphaël Roy. Bon. Hey, bonjour Raphaël. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça fait longtemps que ça pas... Non, ça fait pas si longtemps que ça. Coupe de mois. Ça parle... Ouais. Moins longtemps qu'avant cette shot-là. Ouais. Ouais, merci d'avoir venu. Yes. Bien plaisir. Ouais. Comme que au début, quand on disait le principe du podcast, là, que je voulais avoir du monde qui était comme spécialisé dans Ouais, c'est un peu ça qu'on voulait faire. plus avoir de stuff. Là. un électricien, un plombier, murder for hire, puis du stuff de même. On commence au top, là. Non, ça, je fais rien que ça le jeudi soir. Le jeudi soir. Ouais. Toi, es-tu un amateur de podcast? Oui. Ben, écoute, Comme pas mal, moi. ouais. Surtout quand je conduis. T'es-tu Ouais. pour t'entertainer ou du stuff plus éducatif? Informé, éducatif. Ouais, Plus, ok. ouais. Ok. Qu'est-ce que Ouais, t'écoutes? Beaucoup des affaires internationales, comme des reportages internationaux, comme des nouvelles. Beaucoup des nouvelles. Ouais. J'écoute pas mal ça. J'écoute beaucoup d'affaires de scientifiques un peu OK. aussi, ouais. Nice. Ça fait astronomique, beaucoup l'espace. Penses-tu que trouves-tu que c'est mieux? Ouais. T'allumes une Ça, je savais pas ça. étoile Ça, je savais pas ça. T'allumes une Parce que étincelle dans l'œil à Pour le Guillaume. monde qui sait pas, moi et Raphaël, on a travaillé ensemble pour 1 an. Ben ouais, c'est même une petite affaire plus, ça. Tu fais plus qu'1 an? Assez que t'as eu frette. T'as vu toutes les saisons. Ouais. T'as vu ouais, les non, c'est saisons? vrai, ouais. J'ai vu 2 saisons. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que C'était je m'en You. vais avec ça? À You? Au Wind Park. Au Caribou Wind Park. Ouais. Yes. Qui est maintenant. C'est encore appelé Caribou Wind Park? Oui, il a regardé Ouais, Caribou ils ont gardé, Park, mais ok. c'est Angie, la compagnie. NG. Ouais. NG's. NG. Ouais. Qu'est-ce qui se Fait passe que- en haut de ces hélices-là? La personne qui sait. Qu'est-ce qui tourne? What happens at Caribou Wind Park stays at Caribou Ouais, Wind on Park. dit souvent ça. Question niaiseuse. Servicez-vous ça? Allez-vous comme haut là-dedans? Oui. Y a-tu un... Tous les jours, ils vont là. Ils vont là? Y a-tu un ascenseur qui les amène en haut? Ouais. Oui. Il y a un man lift, c'est pas un ascenseur, on appelle ça un man Ah, ok, lift. ouais. Différentes classifications. Ben, Ok. puis des fois, il marche pas. Ouais. OK. Là, faut que Ça, tu faut le montes. monter à Tu la peux monter quand à même l'échelle. à Avec une l'échelle. échelle, ouais. Ouais. Puis c'est un des seuls IT guys qui a monté en haut. Moi? Ah ouais? Ah ouais? Il n'y a pas grand IT qui monte en Ils haut. osent pas, genre, c'est Ben, y a pas pas- dans le contrat. Non, c'est juste, je pense pas qu'ils ont les gosses pour. Ah, lui, Ben, là. il a Death Wish. là. C'était assez trippant. Ça doit. Ouais. Je sais, t'as une photo à un moment donné, Je suis en haut. assis en En train indien. de faire du. Oui. C'est-tu encore capable de t'assis en indien? Non. Je serais probablement même plus capable de monter. Ah ouais. Ben, ça prendrait probablement 3 fois le temps. Déjà que ça me prenait longtemps. Ça prend à peu près. Comparé. Quelqu'un bien en forme, monter Ouf. une éolienne, ça prend 25. Moi, ça me prenait 26 minutes. Avec des Mon outils meilleur- puis ton là. C'est à 80 livres à peu près sur toi. OK. Avec ton harnais, tes outils, puis tout ton équipement. Puis ça prend à peu près 26 minutes qui était mon record. Puis j'arrêtais à peu près 4 à 5 fois pour reprendre mon souffle. Ben oui, c'est ça. Moi, Ouais, c'est ouais. non-stop en montée. là. Ouais. Pas le choix. Ça C'est qui- 90 mètres, 300 check pieds. Aïe, aïe. Hein? Ouais, c'est bon. Ouais. Toi, t'es ingénieur Ingénieur, ouais. en électrique. Ingénieur électrique. Bon. Ouais. Spécialisé. J'ai Spécialisation. 2 spécialisations. Je suis spécialisé en bâtiment, en gestion de OK. bâtiment. Ouais. OK. Puis avec l'automatisation puis contrôle robotique. Puis, ouais. Puis ensuite, j'ai une maîtrise en énergie renouvelable. Ça, je pensais. OK. C'est ça. Nice. Ça, là, j'avais ça dans la tête. Là. Ouais. OK. OK. Ça, j'ai comme plusieurs disciplines que je touche. Ouais. Beaucoup. Mhm. Ouais. C'est-tu normal pour un ingénieur? Oui et non. Ça dépend. Ouais. Ça dépend des sortes d'ingénieurs. C'est juste que mon parcours m'a fait que je m'ai spécialisé dans beaucoup de différents sujets. Puis OK. l'électrique touche presque tout. Ça fait... Ouais. Ouais. Ça fait c'est un peu ça. Mon parcours était un peu différentes sphères d'activité que j'ai touché beaucoup. Là, c'est ça. OK. Tes études comme telles, t'as commencé à Moncton ou t'as été straight J'ai à- étudié à l'Université de Moncton. Mon choix de l'Université de Moncton était à cause que je voulais rester le plus proche possible avec ma blonde. Mhm. C'était peut-être pas le meilleur choix parce que j'avais... je dis ça à cette heure, c'est mon choix à cette heure. Ouais. Mais
Tout le monde veut savoir si c'est ta femme master. C'est ma femme master, j'ai 3 enfants. T'as bien fait. Ça fait j'ai bien fait, c'est ça. J'ai vraiment bien fait. In hindsight, c'était là. Mais j'avais des aspirations d'être astronaute. Ah, yeah. C'est ça que je voulais. Ça fait. Puis je voulais y aller à. J'avais une bourse d'études pour Kingston, au militaire. Mm-hmm. Puis, mais j'ai pas été à cause que la schedule était trop dure, puis avec ma blonde, puis tout ça. C'est pour ça que j'ai pas décidé d'y aller. Mais j'ai été à l'Université de Moncton pour faire comme 2 ans, genre 2 que je voulais faire pour me spécialiser. Puis je voulais aller travailler dans les satellites, faire les satellites orbitales. Puis ça, je m'y rentré dans, on appelle ça des électroniques de puissance, genre dans la spécialisation que j'ai faite. Puis avec le temps, ça a comme muté, puis tout ça, j'ai juste continué. Puis je m'ai spécialisé dans les électroniques de puissance, dans les énergies renouvelables. Ça, vraiment, toutes les composantes électroniques de comment est-ce que ça fonctionne, puis comment ça devrait faire. Comment tu prends du DC, des batteries, puis tu rends ça du alternatif, mais tous les guts à l'intérieur de l'électronique, c'est là-dedans que j'ai fait ma maîtrise. Ouais, ma maîtrise était sur... actually, avant que ça s'appelait du AI, mais c'est du AI, ça, j'utilisais un réseau de neurones avec un réseau avec une algorithme génétique qu'on appelle, pour pouvoir déterminer quelles sources d'énergie, de différentes sources d'énergie pour une voiture électrique. Ça veut dire que tu aurais des panneaux solaires, une fuel cell, un supercapacitor, un supercondensateur avec des batteries. Puis chaque source d'énergie a différents régimes. Ça veut dire que puis tu as différents modes d'utilisation de ta voiture. Ça fait que quand tu l'allumes sur ton command start, mettons, c'est pas mal steady. Mais là, quand tu décolles, tu pèses le gaz, tu as beaucoup d'énergie. Alors là, tu breaks, t'arrêtes. Tu es sur cruise control. C'est toutes des différentes normes d'énergie. Mais toutes ces différentes sources-là, des batteries, des supercondensateurs, des fuel cells, ils ont toutes différentes façons de donner l'énergie. Donc, c'était comment gérer, mettre une genre d'intelligence dans l'ordinateur qui contrôle où est-ce que la source doit y aller, à quelle source d'énergie. Faire tout faire ça, puis c'était le survival of the fittest, genre de... Ça fait, puis c'est ça qui mettait ma maîtrise que j'ai faite là-dessus. Tu n'as pas fait ta maîtrise à Moncton? Oui, ou tu as tout fait tes études à Moncton? Oui. OK. Nice. Dans une faculté d'ingénieurs, y a-tu des parties? Puis... Ou c'est tout? Oh, il y en a des. Il y a pareil? C'est pas parce que c'est compliqué que. On devrait pas dire ça. On a loué un transport. Dis-le. Ah, faut que je le dise. On a loué un transport, puis on s'est fait une flotte. Comme la flotte de transport, puis on s'est loué la keg, et on a tout mis un set de patio dans la flotte. Container formé. Un transport avec une flotte. Puis on jouait au poker, on était de la gang, on était une vingtaine dans la flotte, puis lui il jouait à Moncton. Oh my God! Puis on avait la keg, puis lui il jouait, puis il riait dans la tête, puis s'amusait à nous shaker, puis tout ça. Puis nous autres, on avait une coupe de lumière avec des batteries, on est des ingénieurs, ça fait porter là-dedans, mais si la police nous aurait arrivé, puis la fumée qui aurait sorti là-dedans. C'est pas tout à fait légal. Non. Mais il n'y a pas moyen de savoir. Non, c'est ça. Le transport qui se promène, mais il y a un party dans le transport. Holy... ça, je vais voir des transports, je vais comme... Il y a un party là-dedans. Check s'il y a boucan qui sort. Qu'est-ce qui gagne la game? Holy sharp. Toi, tu voulais être astronaute, mais même plus petit, c'était ton rêve de petit gars. Oui, actually, depuis que je suis en première année. J'ai toujours voulu être astronaute. Puis comme anecdote, Challenger a blowé. J'ai toujours voulu, même avec ça. Puis j'ai appliqué. Pas le dernier... Il y a eu un tender dernièrement, puis il y a eu 2 nouveaux astronautes, mais avant ça, c'était comme en 2008. Comme 2005, 2008, je me rappelle plus exactement. J'ai appliqué, puis il y a eu 5000 applications. Sur les 5000 applications, j'ai passé à travers, puis j'ai descendu à 2000. Sur le 2000, j'ai passé sur le 500. Puis sur le 500, j'ai été sur le 200. Sur le 200, j'ai été sur le 100. Puis sur le 100, j'ai été coupé après ça avant. J'ai été coupé sur le 100 avant. Quelle année? C'était début 2005, là, mais c'est Jacques Saint-Jacques qui l'a eu. Vrai? Ouais, ça fait... j'ai comme il avait appliqué à même temps. Raphaël Roy à la place. Tout le monde en parle. C'est il est bon. C'est un médecin, un docteur? Un médecin, docteur, plus un ingénieur. Plus un ingénieur. C'est ça. Ouf.
Moi, j'avais usé beaucoup je parlais beaucoup de l'aspect minier, puis la robotique, puis tout ça, que j'avais fait beaucoup avec la mine Brunswick, que j'avais travaillé beaucoup là, puis beaucoup d'aspect robotique, puis c'est pour ça que j'avais réussi à y aller beaucoup, mais j'avais pas de licence de pilote d'avion, puis j'avais pas de scuba diving. C'est ça qui avait les autres candidats. Là, beaucoup. Wow. Ouais. Bon, tu sais quoi faire, c'est Ouais, ben là, plus à ça. trop tard. Ouais. Il est pas jeune, là, David Saint-Jacques. C'est-tu? Il a la même âge. Même âge que toi. Même âge que moi. Ah, ouais. Hein? Caroline. Hey, ça, c'est... Ouais. Je pense que tu te caches pas. Là. Je pense qu'on mélange le jaune et le bleu. On sait pour qui c'était voté aujourd'hui. Là. Peut-être. Ça m'était difficile, cette élection-ci. On a beaucoup parlé. Je pense que c'est la première fois. Comme il y a beaucoup de monde qui savent qu'on un petit peu politisé. Là, puis ils viennent nous demander, hey, je sais pas. Fais-tu un vote stratégique? Suis-tu ma tête, mon cœur? C'était pas évident, moi. Je trouve ça malheureux qu'on est obligé des fois à pas voter pour le parti que tu veux voter. Tu veux voter pour pas avoir le parti que tu veux pas. Oui, plus souvent, c'est ça. Ouais. C'est pas correct. Non, ça devrait pas. Puis si tout le monde dirait non, regarde, that's it. Puis c'est comme... Je trouve que... C'est un échiquier, tu essaies de déjouer un peu. Mais après un bout de temps, il faut... You need to get the pain. Il faut que tu aies le mal, puis tu votes pour le parti que tu as besoin, puis tu devrais voter en conséquence de tes 10 enfants. Oui. Que les enfants de tes enfants soient proud, comme sont fiers de qui ça a voté, puis de quoi ce que tu as fait. Mais pour se rendre là, je pense que des fois, tu es obligé de... Peut-être que c'est le mauvais parti qui rentre à cause de ce que tu votes. Puis... C'est triste de voir, on parlait de ça, moi, Guillaume, qu'il y a beaucoup de monde qui vote puis ils font pas leurs études, ils savent pas le nom, ils savent juste les couleurs. Ben, nous autres qui font de la recherche, on voit des rallyes, puis on écoute des podcasts, puis on est informé, on peut même pas utiliser notre information. Non, c'est ça. On est obligé de voter stratégiquement. C'est plate. Cause des vieux de la vieille. Peut-être. T'as-tu tout le temps été pro-environnement, même jeune? Moi, j'ai fait ma maîtrise en 2000. Puis déjà, dans ma maîtrise, je parlais déjà du réchauffement de la planète. OK. Puis que je disais que c'était très important. Puis je devais faire ma grosse dissertation. Puis je me faisais beaucoup attaquer disant que les voitures électriques c'était pas l'avenir. Puis que c'était plus pire qu'une voiture normale à cause des centrales à charbon, puis de kit. Mais le gros problème dans toute cette idéologie-là, c'est le monde ne comprend pas encore le mode de conservation d'énergie. OK? Ça fait une voiture à essence versus une voiture électrique, tu as le même nombre d'énergie que tu dois consommer pour te rendre à point A à point B. Okay? C'est le même nombre de joules que tu as besoin. Ça fait la voiture à combustion normale. Elle est à peu près presque 80% que tu perds en chaleur ou en friction. OK? Ça fait par le temps que tu processes tout, tu calcules toute l'énergie que ça prend pour la plateforme de forer le pétrole, de faire la réformation, de le transformer, de le transporter au garage, l'électricité que ça prend pour le pomper dans ta voiture, puis ensuite, par le temps que tu fais tout ça, il y a un système, il y a comme un taux d'efficacité. La voiture électrique, dépendant de la source d'énergie que tu utilises pour te recharger, est beaucoup plus efficace. Mais là, le monde, les climato-sceptiques vont dire souvent que, tu as une centrale, comme ici, tu en as une belle dune. C'est une centrale à charbon, mais c'est pas bon. Mais il dit que tu pollues 2 fois plus qu'une voiture électrique, une voiture à gaz normal. Mais quoi ce qu'ils comprennent pas, c'est que ton tuyau d'échappement, là, ton muffler, là, comment ça coûte pour remplacer ça? Comment ça coûte, cette technologie-là, pour la voiture? OK, ouais. 500-600$? Tu sais, ton muffler à peu près, pour changer le muffler? Mais la belle dune, là, le scrubber qui est là, comment est-ce qu'il lui coûte? Pas 500$. Puis la technologie qui est là est beaucoup plus avancée. Pour le même nombre d'énergie que tu dois mettre, ce scrubber-là, c'est un scrubber qu'ils utilisent, est beaucoup plus efficace qu'un muffler de 500$ un jour. Ah, exact. Ça fait au niveau de pollution de quoi ce qui est créé, même si c'est une centrale de charbon,
Ouais. C'est beaucoup plus efficace. Puis une voiture électrique est à peu près à 70% efficace. Ouais. Wow. Tu sais, ça fait une grosse différence. Mais oui, il y a des problèmes avec les voitures électriques, surtout si tu utilises des batteries, puis des batteries à lithium. Puis le lithium, c'est pas un problème énergétique. Puis le carbon footprint que le monde calcule, des voitures électriques est beaucoup. Ça prend 4 à 5 ans, à peu près, quelque chose comme ça, à peu près, pour qu'elle vienne net zéro, on appelle. Ah, quand même. Ouais. Mais ça fait. Puis on utilise des voitures, on les remplace à chaque 5 ans. Ça fait. Tu vois, faut que tu restes jusqu'à la fin de ton 5 ans, puis même tu l'utilises 6 ans. Plus, ouais. C'est ça, pour que ça vaut la peine. Ouais. Puis tu as des problèmes tu utilises beaucoup de matériaux rares dedans, les métaux, puis la mine, puis tout ça. Oui, il y a encore des problèmes de ce côté-là, mais ça commence à s'améliorer beaucoup. Puis il y a des gros avancements de batteries qui s'en viennent. Oui. On appelle ça des flow batteries, des batteries à flux. Qui s'en vient très rapidement, qui va être très révolutionnaire. Ça fait. Quoi, ce que je suis étonné, c'est les voitures hydrogène qui n'est pas encore. Que ça va pas devant. Ça, je vois ça un petit peu comme les. Dans plus longtemps encore. Tu penses-tu? Moi, je vois ça un petit peu comme les réacteurs nucléaires. Le monde voit que que ça peut exploser? Ouais. Mais le danger. C'est que le monde ne pense pas, le gaz aussi, ça peut exploser. Oui. L'hydrogène, c'est un gaz. Ouais. Mais quand il est échappé, il s'expansionne très rapidement. OK. Donc, le risque est pas si élevé que ça. OK. Puis les réservoirs... donner un exemple, tous les forklifts, les camions de levage, ils ont tous au propane. Ouais. Le monde a des tanks de propane. Puis j'ai travaillé au smelter, puis j'ai travaillé à des places, puis je peux te dire que c'est René Ruff, tu sais. Puis combien de fois que tu as vu une tank de propane exploser? Non. Mais la seule... le monde va dire, des forklifts, ça va pas 120 km/h. Oui, mais c'est une des choses. Mais... On appelle ça un réservoir cryogénique. OK. Puis ce réservoir-là est très solide. Ouais. Il est très bâti. Il est fait exactement et ingénierie pour ces accidents-là. C'est tout l'impact-là. OK. Puis quand on regarde à ça, l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Puis dans la planète. Puis on est capable de prendre de l'eau, la transformer avec des énergies renouvelables qui viennent d'hydrogène. Donc, on peut prendre l'eau des océans très facilement. Puis quand on a fini de prendre ça, qu'est-ce que le produit final? C'est de l'eau. Ça fait, tu as juste utilisé de l'énergie vraiment, puis ton produit revient de nouveau de l'eau que tu peux même boire. Ça fait... C'est vraiment l'énergie du futur que moi, je crois. Ça serait-tu mieux avoir des stations comme à Belle-Dune, là. Oui. Tu appelles ça, mais qui runnerait à l'hydrogène. Puis là, tu aurais les voitures électriques. Oui, exactement. Ça fait... Énergie nous m'a dit qu'il y a eu un fiasco, genre pour les gens de technologie à hydrogène, là, avec Joy Scientific, là. Mais c'est que le problème de Joy Scientific, il veut utiliser de l'eau de la mer pour faire de l'hydrogène, pour pouvoir produire, puis il voulait convertir Belle-Dune. Parce que la centrale de Belle-Dune a un certain problème avec l'accord de Paris. Il reste 5 à 10 ans, moins que 10 ans là, à cette centrale-là. Puis c'est qu'ils ne trouvent pas un autre système. Avec cet accord-là, ils ne pourront plus il faut qu'ils la convertissent. C'est d'où, là, présentement, que les libéraux et les conservateurs veulent mettre des réacteurs à mini-nucléaires. J'ai mon propre opinion là-dessus aussi. Là. Ça, je veux la savoir, Beto. Oui, OK. C'est dans une de mes questions. C'est dans une de tes questions, parfait. On en parlera bientôt. Mais moi, je crois très fortement à l'hydrogène. Elle n'est pas économiquement viable encore. Mais il y a des technologies qui existent présentement. Joy Scientific était une petite compagnie qui a dit qu'ils ont inventé certains brevets, puis ils ont eu des problèmes de calcul de base que quelqu'un en 11e année aurait pu pouvoir trouver. Là. Ça fait la diligence et l'étude, faire sûr que c'était bien fait, n'a pas bien été faite. Malheureusement, manquer de rigueur. C'est ça, manquer de rigueur. Mais on réalise pas le potentiel de l'hydrogène parce que
je rentre plus technique là, au niveau des énergies, mais un des climato-sceptiques encore va dire que les énergies éoliennes puis les énergies solaires, ben, c'est pas bon dessus le réseau parce que quand c'est le soir, le solaire ne marche pas. Tu as quand même besoin d'électricité. Puis quand ils ne vendent pas, tu n'as pas d'électricité. Ben, tu arrêtes tes batteries à l'hydrogène. Exactement. Ça fait que tu as un surplus d'énergie que tu produis, puis tu fais du stockage. Puis on appelle ça aussi... Il y a aussi d'autres... Il y a 2 formes de stockage. Il y a du stockage dynamique et du stockage statique. OK. Donc, du stockage statique, la manière à expliquer ça, c'est les batteries, l'hydrogène. Tu peux avoir, on appelle ça une flywheel, c'est une grosse masse qui tourne. Ouais. Système à compression, du compressed air à l'air. Donc, tu as plusieurs manières. Ça, c'est des façons où tu vas prendre de l'énergie, tu vas stocker. Ça va rester stocké jusqu'à ce que tu l'utilises. Puis tu as une certaine perte que tu as durant le stockage, puis tu vas le retransformer de nouveau en électricité quand tu l'as besoin. Dynamique, c'est très difficile en Amérique du Nord de faire ça, mais ça se fait très bien en Europe. Puis il y a beaucoup de recherches qu'après de se faire faire à cette heure. Mais qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser les différentes... Tu vas produire plus, mais qu'est-ce que c'est qu'ils sont interconnectés entre tous les différents pays de l'Europe. Okay. Puis là, l'Europe, ils vont dire, moi, j'ai surplus d'énergie parce que j'ai beaucoup de vent, mais l'autre pays n'a pas de vent. Parce qu'ils sont très loin. Ça fait quoi qu'ils vont faire? Eux, ils vont transmettre l'électricité à l'autre pays. Puis vice-versa. Puis c'est un genre une entente économique qui est faite. Puis l'électricité va d'un bord de l'autre, dépendant où est-ce qu'il y a les sources d'énergie. Puis l'Europe est assez grand que il y a des temps qu'il fait soleil, en Asie aussi, qui fait soleil puis pas soleil. Puis il transfère. Mais c'est très dur que quand tu peux pas faire de l'Amérique du Nord puis l'Europe, là, parce que là, c'est l'océan qui sépare. En Amérique du Nord, le grid se partage pas vraiment comme ça, oui? Oui, en réalité, on appelle le NERC, North Electrical Reliance Council. OK. Puis il y a différents réseaux. Puis nous autres, on est sur le nord américain. Donc, ça comprend le Québec, la moitié d'une bonne partie de l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard, la Maine, puis tout ça va jusqu'à Massachusetts, puis jusqu'à New York, puis tout ça. Ça fait, on est tous connectés sur le même réseau. C'est un réseau. Puis il y a une association, on va dire, une entité qui s'occupe de s'assurer que la qualité de l'électricité suit certaines normes. Puis ça vient tout des années fin 90. Il y a eu un gros brownout. Un brownout, c'est il y a une centrale électrique qui a pété, on dit en bon français, là, qui a eu des bris mécaniques, puis ils sont disconnectés. Puis quand une grosse centrale se disconnecte de même, tout ça fait un choc. Ça fait comme un effet de bélier, genre de, tu sais, quand tu ouvres, tu te brosses les dents, tu ouvres ta table, tu fermes la table, ça fait pop, t'es conduit de dos, là, mais ça fait de la même chose. Puis les systèmes de toutes les sous-stations, les disjoncteurs, les breakers, eux autres, ils ont détecté ce choc-là, puis ils n'ont pas aimé ça, puis ils ont trippé pack. Mais là, ça fait tout, pendant 3 jours, il n'y avait plus d'électricité, tout l'Ontario, aux États-Unis, puis tout ça. Ça a pris très longtemps à pouvoir redémarrer parce qu'une centrale, mettons une centrale thermique comme Belle-Dune, elle a besoin d'électricité pour produire de l'électricité. Le monde ne réalise pas ça, mais elle a besoin des convoyeurs pour faire marcher le charbon. Elle a besoin. Puis ça fait... Il faut qu'il y ait un certain système. Il y a des systèmes de génération d'électricité qui est capable de démarrer par eux-mêmes. On appelle ça des black start, des démarreurs à noir. Ça veut dire quand il fait noir, qu'il n'y a pas de lumière, eux, ils sont capables de démarrer par eux-mêmes. Ça fait... Puis ils ont réétabli, puis ils ont resécurisé, puis ils ont créé le NERC pour pouvoir réglementer tout ça, puis se faire une genre de séquence quand il y a des black start, puis tout ça, pour pouvoir quand il y a des brown out, je dis, pour pouvoir mettre ça en place. En théorie, un brown out, ça n'arriverait plus. C'est très difficilement. Ça peut quand même arriver sur une tempête solaire, ou un bris vraiment... quelque chose de majeur. Mais c'est très, très, très... On réalise pas comment l'électricité, c'est quasiment comme du food grade qu'on appelle, comme qualité de manger. Comme quelqu'un qui produit du manger, il y a des normes qu'il doit suivre, il y a des tests qu'il doit faire. Mais
un site qui produit de l'électricité, il y a des normes qu'il doit suivre. Puis c'est vraiment réglementé sur le voltage puis la fréquence. C'est les deux choses qu'il doit faire. Puis tu as un droit de produire la quantité d'électricité que tu as le droit de produire. Puis c'est le NERC qui dit qu'est-ce que tu as le droit de faire. Parce que s'il y en a un qui produit plus, ben ça peut faire ça peut augmenter la pression. Ça veut dire plus le voltage. Ouais, ça fait plus d'électricité que tu en ferais, plus de pression que tu vas avoir, mais plus de voltage. Mais là, tous les équipements électroniques peuvent briser. De plus en plus que c'est ça, c'est impossible. C'est le fun qu'il y ait un contrôle, comme le FCC ou des choses comme ça. Contrôler. Ouais. Puis c'est très, très, très réglementé. Puis encore, là, il vient aussi des questions de cybersécurité, terrorisme, parce que on pourrait aller sur des petits sites solaires, puis tout ça, qui est connecté sur le grid, puis on pourrait le hacker directement, puis aller dans NB Power, techniquement. C'est pas mal science-fiction un peu quand même, un peu, mais ça se fait. Puis il y a quand même des sites que moi, je connais, que j'ai travaillé avec, qu'ils sont fait hacker. Ça arrivé. T'étais là, hein? Oui, j'étais là. T'étais là, hein? Yeah. Ça arrivé. Les Russes avaient mis... c'était pas une grosse chose. C'était un site éolien à Colombie-Britannique qui venait juste d'être bâti. Il n'était pas encore fini d'être bâti, mais il était online. Il y avait déjà des éoliennes qui produisaient. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? On appelle un DVAR, c'est une machine. Puis elle fait la réglementation du voltage. Donc, comme le NB Power, entre guillemets, te dit, je vais avoir ce voltage-là. Puis les éoliennes, nous autres, produisent des fois un petit peu plus, un petit peu moins. Puis il y a des réactifs ou actifs. C'est comme un moteur ou pas un moteur. C'est une sorte d'électricité. Genre de l'électricité, on ne réalise pas, mais les maisons, c'est réactif. Mais tu as actif aussi que l'électricité peut produire, comme les charges de moteur et tout ça. Donc, ça rend dans les formules matricielles complexes et imaginaires. Genre mais anyway, c'est le phasage. Puis cette machine-là fait cette réglementation-là. Elle change la quantité de kilowatts à des kVAR, qu'on avait kVAR, puis elle va faire la réglementation de l'électricité. C'est très, très, très technique un peu, là. Mais cette machine-là, elle avait un mot de passe, username admin, password admin. Il a trouvé ça. Puis il y a quelqu'un à 2h du matin, puis ça log in, puis il a mis la machine off. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Les éoliennes ont continué, puis le système n'était pas encore mis à 100% en service, puis le voltage a été trop haut. Durant la nuit, parce qu'il y a beaucoup plus de vent la nuit. Puis ça a brisé le village plus proche. Le voltage était trop haut, puis ils ont presque tout brisé ce qui était électronique. Il y a un surge, Ça fait le site éolien a été obligé des assurances à payer, à remplacer tout le système. C'était un recordable. Manque juste James Bond. On a tracé les IP de la personne qui s'est login, puis tout ça, puis ça venait de la Russie. Of course. Ou d'autres. Les tabarnak. Si tu veux attaquer un pays, c'est quoi ce que tu fais en premier? Tu peux... t'attaques tes services. Exactement. Tu attaques tes services, t'enlèves l'électricité. C'est l'électricité que tu veux faire en premier parce que ça coupe les communications aussi. Communication, les systèmes d'alarme, ou peu importe. Exactement. Des alertes. Ça fait, c'est la première chose. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. On rend l'énergie renouvelable à théorie sans guerre, là, ou... Mais la prochaine fois qu'il manque de power, ça va se fait attaquer. Ça roule les Russes. C'est pris. T'aimerais-tu vivre dans une place il y a plus d'avancées dans le côté comme vert, l'énergie renouvelable? Je pense en Europe, ils sont, comme tu disais tantôt. En Europe, surtout l'Allemagne, ils sont très, très, très avancés. Danemark. Sont très, très, très avancés. Ils sont même rendus à 100%. 100% d'énergie renouvelable. Puis c'est faisable. À cette heure, c'est faisable à cause que eux, ils déplacent, comme je te disais, l'espace le stockage dynamique, puis ils utilisent d'autres pays. Dans tous les pays. Ça fait quand eux, ils ont pas assez d'électricité, mais ils achètent de l'électricité de d'autres pays. OK? Ça fait, c'est comme... entre guillemets, tricher, genre. Puis nous, on ne peut pas faire ça ici. Okay? On n'a pas encore cette capacité-là. Mais on a le Québec, quand même. Qui a beaucoup d'hydro. Énormément d'énergie. C'est-tu qu'on n'a pas les politiques pour ça ou qu'on n'a pas l'équipement pour ça? Le NERC pourrait gérer ça. C'est le NERC, mais c'est plus politique. Politique, OK. C'est plus politique puis les commerciales, les termes commerciaux et tout. Pourtant, ils ont des dizaines de pays, puis nous autres, on a deux. C'est ça, eux autres, ils ont plus de capacité, puis malgré que je dis ça,
le Canada est très vaste là, comparé à juste l'Europe et un petit peu de l'Asie. Crois-tu que le Canada pourrait devenir un leader ou juste ils vont toujours juste suivre la vague? Pas de raison de non. Il n'y a pas de raison de non, puis je trouve que c'est très malheureux. Ouais. Puis il y a en plus, ce mouvement d'énergie vert-là pourrait être comme une si ça c'est bien fait, ça serait le développement économique qui pourrait être fait. L'argent viendrait. Ça serait vraiment la grosse développement économique. Pourquoi est-ce que présentement, si vous regardez tous les projets d'énergie renouvelable qui ont été faits au Nouveau-Brunswick, OK? C'est à part d'un projet qui est beaucoup dans les médias là, présentement, puis qui n'est pas encore bâti. J'ai certains commentaires là-dessus aussi, mais... Anse-Bleu, exactement. Okay. Ça fait... Il y a des bonnes façons de faire des projets puis des mauvaises façons de faire des projets. Mais regardez tous les projets qui ont été faits. Donc, tu as le projet Caribou Wind Park. Tu as le projet à Shippagan. Oui. OK. La Mèche-Shippagan. Tu as Kent Hill. Kent Hill, qui est une petite exception aussi, c'est le plus gros parc. Okay. Ça vient de chez TransAlta. Caribou Wind Park, c'est Engie. C'est une compagnie de France. Oui. Acciona, qui appartient à la MEC. C'est une compagnie d'Italie. OK. Puis tu as Sussex. C'est comme un trend. Ouais, Sussex, c'est une compagnie de Nouvelle-Écosse. OK. Là, ça commence à être plus local. Ça commence pas si moins. Puis c'est Natural Resources. Puis quasiment tout, il y a eu un programme, un gros tender qui a été fait avec NB Power. C'est le programme LORES, ça s'appelait. Les volontés politiques étaient très bonnes, mais je pense que l'exécution puis les règles du contrat n'étaient pas bien faites. Okay. Mais c'était la première fois qu'ils essayaient comme ça. Okay. Donc, c'était comme une amélioration de quoi ce qui a été fait avant, mais c'était comme, je pense, pas bien exécuté. Puis c'est comme une opportunité manquée, je trouve, de quoi ce qui a été fait. Okay. Ça fait... je vais revenir dessus après, mais si tu regardes tous les parcs éoliens qui est là à cette heure, c'est tous des sites qui est à l'international ou à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Puis tout le profit qui est généré sort à l'extérieur de la province. Ça fait, ils utilisent nos ressources, puis ils payent, nous on paye, puis cet argent-là sort, quand on paye notre facture des NB Power, il y a un pourcentage de quoi ce que tu payes sur NB Power qui sort du Nouveau-Brunswick. Wow. Ouais, on réalise pas ça. On réalise pas ça. Puis ces compagnies-là, le profit, eux, surtout comme les grosses entreprises internationales, mais les contrats de service qu'ils ont, de maintenance, de service, puis quand ils ont besoin de faire la construction ou des affaires de main. Ils donnent-tu à nous autres? Non. C'est ça. Ils n'ont aucune obligation. Non. Puis ils vont utiliser quoi ce qui est plus rapide local. Il y a quand même certaines retombées locales. Mais les gros projets, les consultants, des ingénieurs consultants, les grosses compagnies qui font pour aller recertifier. Des shutdowns. Mettons, il y a un gros projet de construction. Ben, c'est toutes des compagnies américaines qui utilisent. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un contrat pour toutes leurs installations, puis ils ont peut-être comme une centaine d'installations, une centaine, 200 installations en Amérique du Nord. Ça, pour eux autres, c'est beaucoup plus avantageux d'aller faire un contrat à négocier des termes à beaucoup plus bas que juste le petit monde local. C'est ça. Puis là, ça vient que cette expertise-là, il prend tout le local. Non. Puis il n'y a aucune retombée économique qui se donne local. Ça fait, c'est pour ça que je dis que le contrat de l'ORES, la politique de tout ça était de mettre ça plus communautaire. Ça fait, il y a eu 2 phases, puis on fait ça très bien. La première phase, c'était avec les Premières Nations. Puis cette phase-là, il fallait que tu aies 51% de contenu de Premières Nations. Ça veut dire que actionnaire du projet doit au minimum être 51%. Ça veut dire majoritairement, c'est les Premières Nations qui appartiennent, puis 51% des profits doivent aller aux Premières Nations. Ce qui est merveilleux, là, tu sais. Puis je pense qu'il y a même peut-être des projets que ça pouvait être jusqu'à 100%, là, tu sais. Mais c'est très difficile parce que l'expertise, puis tout ça, puis ça fait... Mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits, puis il y avait 20 MW. La première phase, c'était avec les Premières Nations, mais la majorité de tous les projets qui ont été, c'est une compagnie de Nouvelle-Écosse. Ça fait tout l'argent va à Nouvelle-Écosse. Ça le 49%, on va dire. Puis la deuxième phase était municipale. Mais là, il y a eu beaucoup... C'est là ce que ça a été beaucoup moins bon. Premièrement, il y a des problèmes de municipalisation.
ça serait un bon invité à parler, prochain à parler, c'est parler à Frédéric, de la Fédération des municipalités francophones. Du Nord, vous devriez probablement l'inviter, mais lui il pourrait parler beaucoup que lui, il aimerait tout avoir le Nouveau-Brunswick comme une municipalité, comme puis avoir DSL. Mais c'est là qu'il y a le problème aussi d'Alliance Bleue, là, à cause de c'est un DSL où ce qui met le système. Mais présentement, les municipalités n'ont pas le droit d'investir dans des projets, dans n'importe quel projet, à l'exception des eaux et égouts. OK? C'est pour ça qu'on voit que les municipalités facturent l'eau et les égouts. Okay? Mais ils ne facturent pas l'électricité, ils ne facturent rien. Mais il y a des exceptions qui ont été faites des années 70 qui n'ont pas suivi les règles. Puis c'est Edmundston, Saint-Jean et Perth Andover. C'est 3 municipalités qui ont leur propre entité qui produisent de l'électricité. Exactement. Perth Andover vend seulement aux États-Unis. Edmundston, tu as Edmundston Power. Mais c'est pas tout le Edmundston au complet. Mais eux, ils vendent de l'électricité. Puis Saint-Jean. OK. Ça, c'est des exceptions. Il y a déjà comment est-ce qu'on a dit ça? Un cas 3 cas qui existent dans la province. Mais la loi des municipalités dit que tu n'as pas le droit d'investir dans des projets. Mais ça, c'est un problème parce que, imagine-toi, donnez-vous, juste la raison chaleur, mettons, regarde le problème avec Pointe-Verte. Donnez un exemple, Pointe-Verte, la municipalité. Il y a le parc Atlas. Ils n'ont pas les fonds nécessaires à pouvoir avoir fonctionner parce qu'ils n'ont pas assez de taxes qui rentrent. Regardez Nigadou. Il y a 900 habitants. Très difficile à faire des projets à infrastructure, économie d'énergie et tout. Il y a la ville de village de Petit-Rocher et ainsi de suite. Tu sais, je nomme tous les petits villages, mais c'est que ils se mettraient tous ensemble. Ils veulent pas. Non, ben... les DSL, peut-être. La réticence vient peut-être des DSL. Ben, là, ça serait avec la commission d'urbanisme régionale, là. Mais il y a un vouloir. Ils veulent, mais c'est que les lois, présentement, ne les permettent pas. OK. Le gouvernement, il ne permet pas de faire ça. Mais il y avait comme une genre de précédence. Ça fait Énergie Nouveau-Brunswick a été, puis elle a mis un appel d'offres. Puis elle dit il faut que ça soit 51% des municipalités, mais les municipalités n'ont pas le droit. C'est comme bizarre. Ça fait là, mais le gouvernement était quand même provincial, était quand même ouvert, qui dit regarde, on va regarder à ça. Il y a déjà des précédences qui ont été faites et tout. Mais le problème dans l'appel d'offres, c'était la façon dont ça fonctionne, Énergie Nouveau-Brunswick, on croit qu'elle peut faire n'importe quoi, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas décider à juste elle-même. Il y a une entité qui a été l'Energy Board. OK? Energy and Utility Board, c'est elle qui réglemente tout ce qui est le prix du gaz naturel et l'électricité. Puis, ça, c'est une loi qui a été mise en place, ce comité-là qui est mis en place. Puis, leur mandat, c'est de légiférer ces 3 secteurs d'énergie-là. Puis, leur mandat est de s'assurer que l'électricité qui est vendue au Nouveau-Brunswick est le plus bas possible. OK? Mais je argumente présentement que l'électricité le plus bas possible n'est pas nécessairement ce qui est le meilleur retour d'investissement pour les Nouveau-Brunswick et les payeurs de taxes. Donc, un payeur d'électricité et un payeur de taxes, c'est 2 choses différentes. OK? Donnez un exemple. Le projet à Sussex qui a été accepté, ou le projet à Richibouctou. Il y a une éolienne à Richibouctou présentement, qui a été bâtie avec la nouvelle turbine Enercon, qui est la Cadillac des Cadillacs. Ah ouais? Oui. Ça fait. Puis c'est actually la réserve de Première Nation Papineau qui est actionnaire avec Papineau. Oui, t'es pas obligé dans ta municipalité. D'où vient le projet d'Alliance Bleue, vous avez entendu ça, mais t'es pas obligé. C'est juste, c'est commercial. Tu peux avoir tes projets n'importe où, c'est juste un projet commercial. Oui. Mais donner un exemple de ces gros projets-là, tu peux avoir un projet qui est appartenu par Caribou Wind Park, mettons, donner un exemple, ou la MEC, ou le projet à Kent Hill, ils garantissent les projets les plus bas, que c'est le plus bas pour les taxes pour les ratepayers. Parce que le prix d'électricité est le plus bas possible. Oui. Mais aucun de cet argent-là est retourné au Nouveau-Brunswick, comme je disais plus tard. Donc, si tu rends le retour d'investissement, le retour des profits qui est remis back aux municipalités, puis qu'est-ce que les municipalités sont capables de réinvestir dans les municipalités, puis tu prends ces montants d'argent-là, puis tu mets ça ensemble, puis là, tu calcules le taux d'électricité réel de quoi qu'on paye, tu t'en aperçois que, OK, mais si ça serait des entreprises locales, des municipalités, puis là, on viendrait qu'on paierait à peu près
50% moins cher que l'électricité qu'on paye présentement à 11 cents. Ouais. On a des taux de quasiment de 40 cents à 30 à 40 cents du kilowattheure. On paye 11 cents. On peut être un projet éolien, parc éolien, est 30 à 40. Okay. Un projet éolien. Ça dépend de la grosseur puis comment est-ce que c'est fait. Ça fait... Puis tout cet argent-là, après, à ce rate-là, est retourné aux municipalités des profits. Puis ces municipalités-là, ensuite, peuvent aller puis, comme je dis, réinvestir dans les écoles. C'est ça, c'est de l'argent. Municipal, tout ça, puis refaire dans les projets verts. Ouais. Ben oui, absolument. Puis là, ça fait une genre de boule à effet de gaz. Boule de neige, je veux dire. Oui. Ouais, effet de Une gaz. boule à effet de gaz. Ouais, je voulais dire une boule de neige. Mais... Lapsus, hein. On pensait à Cooper. Le Québec, la Gaspésie est le modèle par excellence. Si vous regardez, il y a un centre de recherche qui est un des centres de recherche canadiens le plus performant, qui était le Technocentre éolien. Ils ont changé leur nom, je ne me rappelle plus leur nom. Mais c'est un des centres les plus performants au Canada de recherche. Wow. Puis c'est un centre collégial, même pas universitaire. Puis ils ont développé une industrie au complet d'éoliennes. Ils fabriquent leur propre palme. Ils ont 2 à 3 compagnies qui font des services des éoliennes. Très, 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 très performants. Puis c'est les municipalités sont les actionnaires. Puis ils retournent des ristournes. On regarde un projet de 100 MW, la même grosseur que la MEC ou Caribou Wind Park, à peu près. Kent Hill est 1,5 et 150 MW à peu près de plus, roughly. Mais tu regardes à quasiment un projet de 100 MW, là, tu pourrais regarder à des ristournes de quasiment 1 million par année aux municipalités. Ça fait, donne 1 million, divise ça entre Belle-Dune, Pointe-Verte, Petit-Rocher, Nigadou, Burstford. Je pense qu'il serait pas mal content à quoi ce qu'il serait capable de faire travailler là-dessus. C'est ça que... Investir dans des projets, des affaires. C'est ça qui est le gouvernement a poussé vraiment fort pour le gouvernement à pousser à remettre des contrats comme ça. Puis que ça soit compétitif, oui, c'est bien correct, mais pour s'assurer, par exemple, que c'est maximisé pour les municipalités. Puis c'est qui est les meilleurs pour pouvoir faire des projets pour sauver l'environnement, pour faire... c'est les municipalités, c'est pas le gouvernement. Oui. Parce que c'est au niveau du peuple que tu vas réussir. Tu sais? Très intéressant. Si, bon. C'est ça que je voulais l'avoir comme invité. Nous autres, on est rien. OK. So là, ton projet, c'est-tu un projet ou c'est une compagnie? C'est une entreprise. Une entreprise? Une entreprise locale, oui. Toi, ton but serait de faire un projet d'énergie renouvelable, oui. Puis qui inclurait les Premières Nations puis les municipalités. OK. Directement. J'ai commencé ça avant le programme de l'ORES. OK. Ça fait dépassé 6 ans. OK. On a un terrain. Déjà, on est... T'as les droits. Les droits exclusifs du terrain. OK. C'est Terre de la Couronne. 100% de la Terre de la Couronne. Ça, je pensais. OK. C'est localisé dans un endroit industriel. OK. Qui est dans le nord du Nouveau-Brunswick. OK. Oui. La terre a déjà été coupée à blanc par une scierie. Puis le terrain est vraiment magané. OK. Donc, on réutiliserait un terrain qui a été utilisé pour fin industrielle. Puis on le remettrait une meilleure. Ouais. C'est ça. C'est vert, ça. C'est ça. On a déjà toute la quantité du vent. Il y a du vent. Tout le monde connaît Belle-Dune. Il y a du vent. Ouais. Là, tu viens de dire ce qui est. Ouais, je viens juste de dire ce que c'est. Je sais pas si tu voulais le dire ou pas. Ça fait... puis c'est 100% de la couronne. Puis la différence est que les municipalités ou les maisons les plus proches, ils sont à 3 km. Ils sont loin en masse. C'est très loin. Puis tu as travaillé à Caribou Wind Park pour savoir que après c'est 500 000 la réglementation, dépendant, c'est 15 fois la hauteur de la turbine.
Ouais. Après 15 fois la hauteur de turbine, il n'y a plus d'effet. Plus de pollution sonore. Sonore ou vibration, ou de visuel. Surtout quand tu es dans le bois et tout ça. À peine, oui. C'est ça, t'en as plus. Ça fait à 3 km, je suis à très, 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 très confortable. D'effet négatif. D'effet négatif, tout ça. Exactement. Okay. Ça fait, on a toutes les finances approuvées. OK. On a toutes les grandes banques. On a un syndicat de banques qui s'est mis ensemble. Donc, Desjardins, Banque nationale, KfW, qui est une banque allemande. Puis on a du support local des différents bailleurs de fonds qui aident à financer le projet. Okay. Donc, l'argent n'est pas un problème. Okay. Puis on a, à cause qu'on inclut très massivement les Premières Nations, puis avec grand respect, puis les municipalités ensemble, on doit avoir un niveau de diligence beaucoup plus élevé, beaucoup plus rigoureux pour s'assurer que le projet va bien. Parce que tu ne veux pas que si jamais ça tombe à l'eau, qu'il y a un fardeau financier qui se fait sur les municipalités, ça serait un désastre. Ouais, exact. Okay? Ça fait qu'il y a des garanties qui sont données, puis s'assurer qu'il n'y a aucun risque financier. Puis il y a une certaine façon à faire, à gérer, à mettre le projet en place pour que le risque financier ne tombe pas sur les municipalités. Okay. Que ça ne va pas sur les payeurs de taxes. Puis c'est ça qu'on a mis en place. Mais de mettre ça en place est plus difficile au niveau financier puis compétitif au niveau des payeurs de taxes. Payeurs d'électricité. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi avec le projet Lorest, parce qu'on a mis ces niveaux de sécurité-là en place. Même ce qu'on l'a identifié, mais ce n'était pas un critère de sélection. Dans le projet, ça fait des projets qui ont été retenus, c'est ceux-là qui étaient les plus bas, les plus faibles, puis qui n'avaient pas ces éléments de sécurité pour les municipalités, puis tout ça, mis en place. Okay. Donc, il y a des bonnes façons de faire des projets. Il y a des bonnes façons à localiser, à situer des projets. Moi, j'argumente vraiment les personnes qui vont à Bouctouche, à Moncton, puis du nord, ou tout ça, puis ils passent par Richibouctou, puis vous voyez l'éolienne qui est là, il y en a une. Moi, je la trouve très esthétique. Puis, c'est très technologique. Ben oui. Mais t'en mets 2-3 dans une belle ligne, dans le paysage, le paysage. Moi, je trouve que c'est très esthétique. Mais tu ne mets pas ça en plein centre de ta communauté. Il y a des règles, il y a une bonne façon de faire. On a du bon développement à faire. Mais tu en mets 100 éoliennes ou 50 éoliennes, toutes pêle-mêle, toutes défaites, puis tu coupes des montagnes. Là, c'est moins beau. Ça fait, il y a une façon, il y a une approche, il y a un art en arrière de ça, de faire comme ça. Caribou Wind Park, je donne beaucoup de Caribou Wind Park, j'ai travaillé là. Je dirais que les exigences sont moins importantes où ils l'ont mis, parce que c'est vraiment au milieu du Montduc, ou est-ce que c'est dans la forêt, en plein milieu de la forêt. La personne les orignales n'ont pas grand-chose à se dire. C'est ça. C'est ça. Quand tu te rapproches, il y a une certaine façon à faire, exactement. Okay. Je souhaite que de notre vivant, là, que ça va être bien vu, puis qu'il va en avoir partout de l'énergie. Pas juste des éoliennes, mais les panneaux solaires, les toits solaires, plein de choses. Parce que ton projet, c'était pas juste éolien. Non. C'était solaire. Solaire, hydrogène. Hydrogène pour la batterie. Pour les batteries, puis compressed air. L'air comprimé. Ouais. Exactement. Ça fait... Comment ça? Tu m'as pas compté ça? Non. L'air comprimé est probablement, présentement, la technologie qui est la plus économique à stocker de l'énergie à gros rendement. On parle des mégawatts, pas des kilowatts. OK. Il y a des programmes, il y a 2 façons à faire à stocker avec de l'air comprimé. C'est soit que tu trouves une mine, puis que tu as surtout des dépôts de sel, puis tu utilises cette mine-là comme réservoir, puis tu envoies l'air, puis tu augmentes la pression. Okay? Puis ça fait tu as des gros compresseurs, puis tu utilises ton surplus d'énergie, puis tu compresses l'air dans une mine. Ça, c'est une façon. Mais il faut que tu aies du sel. Il faut que ça soit une mine à sel. Pour que c'est hermétique? C'est ça, pour que ça soit hermétique, puis que ça soit solide assez, puis ça tient tout ça. L'autre façon, c'est que tu as des gros réservoirs.
Puis les personnes qui sont un petit peu plus techniques, mais il y a des air plants comme Praxair. C'est quelqu'un qui connaît un peu dans l'ingénierie de la construction puis les procédés industriels. Ouais. Il y a beaucoup de plans d'air dans les processus des digesteurs puis tout ça. Comme au smelter, il y avait une grosse unité d'air. Puis ça consommait, juste l'unité du smelter, c'était 3 mégawatts. Ça ne paraît pas, là, mais c'est beaucoup. Okay. C'est très gros. Ça fait, tu pourrais avoir un gros réservoir, juste des réservoirs, puis tu compresses l'air, comprimé comme ton petit nailer que tu as dans la maison, mais ça serait 100 pieds d'eau par 20 pieds de diamètre. Puis tu compresses tout l'air là-dessus. Puis quand puis ça vient en air liquide. À force que c'est compressé. Puis quand tu les réserves là, puis ça vient très froid, par exemple. Mais un des problèmes en Angleterre, ils ont fait ça, puis à cause que c'est froid, ça fait de la condensation, puis tu as un petit peu de boucane qui sort. Mais c'est de la condensation, c'est comme la vaporisation. Puis le monde dit que ça fait de la pollution, mais c'est pas de la pollution, c'est de la vapeur d'eau. C'est juste le froid du chaud qui touche, mais tu vas faire un petit peu de vapeur. Le monde peut voir quelque chose. C'est ça. Si tu vois de la fumée, c'est de la pollution, mais c'est pas bon, mais c'est de la vapeur d'eau. C'est juste de la vapeur d'eau, c'est l'échange de chaleur. C'est juste ça que c'est. Mais c'est très, très, très efficace. Puis ensuite, quand que tu veux réutiliser ton électricité, mais tu enlèves l'air, puis l'air va faire tourner une turbine, puis elle fait de l'électricité. Puis tu l'utilises, puis c'est très, 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 très... Ça répond très bien, puis on appelle que c'est capable de fournir de l'électricité du spin, qu'on appelle. Du spin, c'est la fréquence. Ça fait, si jamais ta fréquence descend plus bas que c'est 0.01 Hz, ça peut vraiment briser le grid. Puis ça fait, pour pouvoir avoir ça, il faut que tu aies une masse. Genre beaucoup de production d'électricité qui génère tout à cette fréquence-là. Ça fait, elle est capable de fournir ça très rapidement si jamais il y a une variation. Et c'est là que le NERC, Énergie Nouveau-Brunswick, va dire « Hey, ma fréquence n'est pas bonne, j'ai besoin comme un choc. » Puis ce système-là est capable tout d'un coup, tout relâcher ça très rapidement. Donc les batteries, supercondensateur, flywheel, compresseur, puis hydro. C'est les seules technologies qui sont capables de faire ça. Ah ouais? Exactement. Tu sais que... Guillaume a 1000 questions. Mais... Oui? On est timé, là. Je sais que des enfants à coucher tantôt. Là. T'as-tu... dans ton parcours, là, t'as-tu des ingénieurs, des scientifiques, genre, qui seraient comme... T'as-tu un héros, genre, dans ton domaine? Des héros. J'ai toujours voulu être Iron Man. C'est bon. C'est un scientifique, ce blond. Mon rêve, ça jouait être Iron Man. T'aimerais-tu rencontrer Elon Musk ou... Qu'est-ce que tu penses de lui? Je trouve qu'il est très chanceux puis quoi ce qu'il fait. Il n'a pas réinventé la roue. Non. Il a juste pris des technologies qui existaient déjà. On faisait déjà ça à l'université déjà. Mais c'est le seul qui a eu les fonds nécessaires, puis qui a eu les gosses quand il a fait PayPal, puis qui a eu les fonds assez nécessaires pour réussir à le faire. Je me rappelle parce que j'avais inventé un système pour un convertisseur d'énergie à multiniveau. Ça fait... c'est un onduleur, c'est un inverter que tu ajoutes au Canadian Tire. Mais ça, c'est à un niveau. Puis moi, dans ma thèse, une des choses que pour pouvoir faire l'algorithme génétique que je faisais puis le réseau de neurones, mais tu avais besoin d'une interface pour pouvoir tout convertir ça. Puis c'était un onduleur à multiniveau que j'avais développé. Puis ça existe à cette heure. Mais j'ai fait la première thèse dessus ce système-là. Puis, mais j'ai patenté ça. Puis j'ai été voir, ça s'appelait dans ce temps-là... c'est comme l'équivalent d'Opportunité New Brunswick. Ça n'existait pas ce temps-là, c'est une autre entité. Puis j'ai cette invention-là, Puis j'étais jeune, je venais juste de graduer de l'université, j'avais plein d'intérêt. Le gars a juste ri de ma face. Puis il n'a pas voulu me supporter, puis il a dit t'as besoin de tant d'argent, t'es trop jeune, tu pourras jamais arriver, ça fait tu perds ton temps, va-t'en. Tu perds mon temps. C'est vraiment de même que j'ai été accueilli, tu sais. J'ai pas eu de mentorat. Puis je trouve que malheureusement... Dans ce sens-là, il était chanceux. Lui, il était chanceux. C'est ça. Il a fait cette invention-là, mais je suis sûr que dans son cercle social, il y a eu du monde qui l'a supporté, qui a commencé à commercialiser. Parce que, veux pas un ingénieur, t'es pas juste... T'es peut-être bon dans la technique, mais t'as encore tout ton business plan, mettre ça en place, les avocats... C'est pas tout lui qui a fait ça. Il y avait une équipe qui s'est mise à côté. Il s'est associé avec la bonne équipe. C'est toujours about l'équipe. Donc, j'ai un dicton, je dis toujours que n'importe quel
problème, c'est 10% technique, 90% humain. Ouais. Puis là où ça va failer, c'est jamais technique. Toujours, ouais. C'est dans le 90% que ça va failer. Puis les meilleures personnes qui vont réussir, c'est avec le côté humain. Mm-hmm. Ça fait... Oui, ça oui, fait... parce que vous êtes des amateurs de space stuff. Là, oui. C'est pas avant qu'il y ait des gros projets, c'est quand... C'est comme on parle des satellites Voyager, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été verbalisé, qui a été capable d'expliquer au peuple ce que ça allait donner, ça. C'est ça. Puis j'oublie son nom. Le gars de Cosmos. OK, en tout cas. Je sais pas Neil deGrasse Tyson, lui, avant. Ouais, en tout cas. C'est comment vendre ta salade. C'est justement, c'est ça. Ouais. C'est comment bien vendre ta salade et comment bien expliquer. Ben, je crois que tu es une exception, toi. Pour avoir déjà parlé avec des ingénieurs, ils sont un peu plus rêveurs dans les chiffres, dans les... Ouais. Toi, tu as le don de parler à des humains plus bas que... plus moindre connaissance technique que toi. Ouais. Ça va de différents parcours. Ça fait différentes sortes d'ingénieurs. Ça fait... Mm-hmm. La profession d'ingénierie, un ingénieur peut faire la même chose qu'un technologue fait. Donc, un technologue va au collège, puis c'est à peu près 2 ans. Je suis technologue en électronique. En électronique. C'est 2 ans à peu près. 2 ans, oui. 2 ans, c'est ça. Ça fait... Puis, si je serais un ingénieur... Je comprends pas ce que tu dis. Hein. Mais je serais un ingénieur en électronique, je ferais la même chose que tu ferais. OK, ouais. Okay. Puis un technologue, puis je dirais que même qu'un technologue, pendant les premiers 5 à 10 ans, est beaucoup plus performant qu'un ingénieur. Okay. Beaucoup plus. Parce que dans le champ spécialisé qu'il fait. OK? La différence d'un ingénieur, c'est que c'est 5 ans d'université, mais pendant ces 5 ans-là, tu ne vois pas la technique dans quoi tu veux être dedans. Ouais. Tu vas dans les sciences pures, puis comment les appliquer, puis comment faire la méthode scientifique. C'est la méthode scientifique. Ouais. Tu as un problème, comment tu vas te débrouiller à régler ce problème-là. Puis c'est là que ça vient. Après ça, beaucoup de problèmes que tu as, comment tu vas gérer, puis le 90%, c'est là que ça vient à pouvoir mieux expliquer, à pouvoir régler, c'est ça. Ouais. Ça fait, mais tu prends, je suis un consultant à cette heure, je développe des projets en infrastructure et tout ça, mais j'ai un technologue en électrique, en bâtiment, ou un ingénieur électrique, on fait exactement la même job. La seule différence entre les deux, c'est que l'ingénieur a 100% de la responsabilité. Ça fait, si jamais que le pont de Miramichi tomberait, ça serait pas le technologue. Ça serait l'ingénieur qui serait poursuivi. Puis il y a un code d'éthique qu'on doit suivre. Puis on peut se faire même poursuivre aux criminels. Comme si j'avais un dossier criminel, je pourrais perdre ma licence. Je pourrais être radié de mon association. Ça fait, il y a un code d'éthique très élevé pour s'assurer que le public est protégé dans tout ça. Ça fait, puis on doit, c'est pour ça que le jonc qu'on porte, là, c'est ça que ça veut, c'est ça que ça signifie exactement. C'est fait pour que quand on dessine dans le temps, c'est que la bague touche toujours le dessin pour nous faire rappeler qu'on a une responsabilité. Donc c'est ça qui est C'est-tu une légende, ça, que c'est le métal d'un certain pont qui avait tombé? Avant, mais non, ça n'est plus. Il n'y a plus de métal, puis c'est pas le bon métal. Il coûte 20$. Ça coûte pas cher. Là, ça fait... c'est bon. Anyway, ça fait... puis j'ai fait une présentation avec les jeunes à ESN, puis professeur pour les ingénieurs, puis quand j'ai dit, si c'est ça que tu veux faire, va-t'en technologue. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Puis au niveau du salaire, un ingénieur va prendre 15 à 20 ans avant qu'il dépasse le salaire d'un technologue. Ouais. Jeez. Okay. Tu vois. Avec des prêts étudiants. Oui, c'est vrai. J'ai 41 ans, je viens juste de payer mon prêt étudiant. Ouf. Ben oui, un de nos chums disait là, qu'il y a 34, puis je viens d'avoir les papiers, c'est officiellement payé la moitié. Ouais. Puis il y a juste un bac. Là. Non, c'est ridicule. Pas de bon sens. C'est Carl Sagan que je voulais dire. Lui qui a été expliqué, là, c'est le premier qu'ils ont mis à TV pour dire qu'on va mettre un record là, avec pour dire, c'est lui qui a pensé à mettre le message de l'homme, l'envoyer dans l'espace. Là, la population a embarqué là-dedans. Puis c'était correct de payer des millions. Si ça aurait été juste dicté par la NASA, on va faire ça, ça va coûter ça, puis une minute. Non, c'est ça.
Il l'a vendu au monde. Il l'a vendu au monde. C'est ça qui est la trick. Ouais. C'est pas le choix. Ben oui, c'est sûr. OK. Tu prépares une couple de questions? Ah oui, vas-y. Ouais? Vas-y. OK. Panneau solaire versus éolienne. Ça dépend quelle application. Le musée ingénieur. Hein? Calique. OK. Mettons OK, tu me dis panneau pour solaire. une maison, ce serait des pour panneaux une solaires. maison, panneau solaire tout de suite. Ouais. Ça va générer plus d'électricité. Non, c'est que si tu mets une éolienne, premièrement, il faut être du vent. OK. OK. Puis deuxièmement, il faut que tu sois au moins 15 pieds plus haut que le plus haut obstacle. Tu ne veux pas avoir des obstacles qui te brisent. OK. Mais là, avec cette hauteur-là, il faut que tu sois au minimum pour une maison 60 pieds. OK. Si tu ériges une tour de 60 pieds, là, tu as des codes de bâtiment. OK. Tu as des zonages. Ça ne marche pas. OK. Mais l'éolienne est beaucoup plus efficace que l'éolien. Je m'excuse. J'ai dit la même chose. L'éolienne est beaucoup plus efficace que le solaire. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie de l'éolienne que le solaire pour le signe de pièce. Oui. OK. Ça fait si tu serais dans un champ, une ferme, je dirais va-t'en tout de suite éolien. Mais le solaire... pourquoi est-ce que en Ontario, ils ont beaucoup de parcs solaires? Parce qu'il y a eu parce qu'il y a un programme gouvernemental qui demande du solaire. Puis ils vendaient l'électricité plus cher que quoi ce qu'ils achetaient. Ça, c'était devenu très lucratif. Puis là, ces contrats-là sont finis à cette heure, là, avec surtout le nouveau gouvernement qui a mis tout ça. Parce que les coûts d'électricité en Ontario ont monté très haut. Ça est devenu trop populaire, puis ça a causé un certain problème. Tu peux avoir trop d'énergie renouvelable. Puis en Californie, ça arrive. On appelle ça l'effet de la courbe du canard. Courbe du canard. Ouais, la duck curve, qu'on appelle. OK. Ouais, ça ressemble vraiment comme un canard. OK, à cause de la profil. Courbe. Okay, Ça fait... Quoi, ce qui arrive, c'est que c'est quand on produit le plus d'énergie solaire. Le plus. Le jour. Midi. Quand c'est l'heure du dîner, que le soleil maximum. Mais peux-tu croire que la consommation d'électricité lors du midi est quand même moins qu'à 8 heures du matin? C'est vrai, c'est le matin qu'à 5 heures. Oui, puis en réalité, la consommation d'électricité à l'heure du midi diminue. Oui. C'est les ouvriers arrêtent, tout ça. Mais ta production de solaire augmente. Puis là, ça vient qu'ils ont eu un problème où il y avait trop d'électricité, puis ils ont été obligés d'enlever le solaire. Ils sont obligés de complètement les déconnecter parce qu'ils produisent trop d'électricité. Ça fait là, ils ont tout fait cet investissement-là, puis ils ne peuvent pas l'utiliser. Tu penses qu'ils ne peuvent pas l'emmagasiner? C'est ça. Ça fait ils n'ont pas de batterie. Ça fait le monde... puis présentement, le programme d'énergie de Nouveau-Brunswick ne permet pas d'emmagasiner. Metering. Non. Ah non, OK. Ouais. Il ne permet pas. Le monde n'aimera pas ça, mais ça s'en vient. Ça fait... L'électricité, présentement, on paye moins cher quand on consomme plus. Paye moins cher quand on consomme plus. Le taux d'électricité est moins cher quand on a consommé plus que moins. Ça fait les premiers, je pense, c'est 5000 kWh. Ouais. Je ne me rappelle plus les chiffres, là, je pense. Me semble que c'est 5 000 ou 10 000. Au Nouveau-Brunswick? Au Nouveau-Brunswick, on paie 11 cents. Après un certain seuil, le 11 cents diminue comme à 8-9 cents. Ah, OK. Quand tu as consommé un certain montant de niveau, ça devrait être le contraire. Si tu veux faire la conservation d'énergie, en réalité, right? Ça fait... Mais... ça fait quoi? Ce que ça va arriver dans très bien vite. Puis c'est pour ça que les compteurs intelligents après de Énergie Renouvelable veulent mettre ça. Le monde ne comprend pas ce que le vrai débat, mais en réalité, c'est pas que du Wi-Fi. Puis, non. Le monde dit, c'est à cause du Wi-Fi, le 5G, tout ça, puis ils ont le téléphone cellulaire, puis le Wi-Fi, puis tout le kit, puis ils sont dessus, puis ils réalisent pas ce que les ondes... Ça, c'est un autre sujet à part. C'est pas un autre sujet, mais je pourrais en parler de ça un autre 2 heures, mais c'est ce que Énergie Nouveau-Brunswick va faire, puis Hydro-Québec a déjà commencé à le faire. Un programme volontaire où ce que tu vas payer différents taux dans différents temps de la journée. Ça, c'est déjà de même
bien d'autres places. Aux États-Unis, c'est la norme. Ouais, Tu es obligé d'avoir ça. Au Nouveau-Brunswick, on n'a pas ça. Okay. Mais c'est très difficile à enseigner ça aux personnes âgées et aux personnes qui ne comprennent pas ça. Ouais. Mais ça s'en vient beaucoup plus avec les maisons intelligentes, Internet of Things qu'on appelle, que ta laveuse, chasseuse, ton frigidaire, tank d'eau chaude, réservoir d'eau chaude, tout ça, que c'est tout contrôlé au niveau de la consommation. Puis ce compteur intelligent qu'Énergie Nouveau-Brunswick veut mettre, ils ne peuvent pas te facturer plus cher si ils ne te donnent pas le moyen de pouvoir contrôler ton électricité puis savoir quand c'est qu'ils te chargent différent. OK. C'est comme illégal. Moi, je te charge plus cher, mais je te dis pas quand c'est que je vais te charger plus cher. Yeah. C'est tout dépendant le type de consommation. Ça fait faut qu'ils te donnent un signal. Ça fait tous tes dispositifs qu'ils ont, ça commence à être là. Il y a un standard qu'après ça fait faire, de se mettre en place, qu'ils vont recevoir le signal-là de ton compteur, puis dire, hey, là, tu rentres dans différentes plages, qu'est-ce que tu veux faire? Puis toi, tu vas aller sur l'Internet, puis tu vas programmer ce que tu vas avoir. Puis tu dis, franchement, c'est dur, puis tu dis, ben, regarde, c'est quoi, si je suis dans cette plage-là, mon lave-vaisselle, arrête-le. Okay. Ouais. Attends un heure. Puis quand je redépasse d'un autre stage, redémarre-le de nouveau. Ben oui. Mon séchage attend. Il est capable d'attendre un heure de plus là, dedans. Mon réservoir d'eau chaude, là, il y a déjà de l'eau chaude. Arrête-le pour une heure. Ouais. Tu n'en penses même pas que puis il y a déjà des expérimentations que NB Power a faites avec certains réservoirs intelligents qu'ils appellent. Puis le monde, ça n'a même pas perçu quand NB Power eux-mêmes va fermer l'électricité. Ben non. Ça fait, le monde ne réalise pas ça. Ça fait, t'as pas besoin il y a personne qui dit qu'il a besoin de l'eau chaude qui travaille de 8 à 5. Non, qui a besoin de l'eau chaude en tout ce temps-là. Pourquoi tu chauffes l'électricité ce temps-là? Pas besoin. C'est vrai. Ça fait il commence à avoir des tankless. Oui. Tankless water Ça existe heaters. déjà, ça fait un bon bout. Il y a un petit peu de maintenance dessus et tout ça, mais oui, c'est un système qui va sauver beaucoup d'énergie, mais ça prend beaucoup d'énergie pour le faire. Ça fait, donc, venir en panneaux solaires et éoliennes, ça serait très difficile à faire fonctionner. Si tu veux être complètement off-grid, si tu veux être complètement off-grid. À moins que ça serait à Popane ou quelque chose comme ça. Donc, revenir à ta question, en panneaux solaires ou éoliennes, ça dépend de quelle situation. Puis, mais le solaire a un certain avantage que tu installes ça, tu es bon pour 50 ans. Tu n'as aucune maintenance, tu mets ça là, puis tu oublies ça. Aucune? Ça fait presque aucune. Si c'est bien fait. Si c'est bien fait, Mais si tu restes dans un désert, puis là, ça vient sale, peut-être une fois de temps en temps, il faut que tu la nettoies. Là, mais c'est une perte d'efficacité, c'est pas... Puis le monde dit au Canada, ça marche pas qu'au neige, mais en réalité, la lumière passe un petit peu à travers la neige. Oui, c'est vraiment efficace, puis ça chauffe un peu. Ça glisse. Ça fait... Regardez tous les panneaux solaires qu'il y a l'hiver. Peut-être la première journée qu'il y a eu la tempête de la neige dessus, le lendemain, il n'y en a plus. Non, c'est ça. C'est vrai, ça. Puis c'est pas une personne qui a été l'enlever. Non. Recommanderais-tu de mettre des panneaux solaires sur le toit ou à part, comme c'est un mot? Sur le toit, ça prend... Ça dépend prend encore. Vraiment de place de plus? Ça fait oui. Il faut le mettre sur le toit. Il y a différentes sortes de toits. Toit plat, toit pente, puis ça dépend de la pente, puis tout ça. Okay. Sur le toit, pour avoir le maximum d'énergie au Nouveau-Brunswick, surtout à Bathurst, c'est 43 degrés. Okay. Quand tu dois être par rapport au soleil. Puis tu devrais, à chaque équinoxe, les ajuster d'un certain angle. Okay? Mais c'est très difficile si tu les mets fixes sur ton toit. À tout faire ça. Parce que ça juste dit que tu es moins efficace. C'est pas la fin du monde. Ça va quand même fonctionner. Okay. Ça fait... Mais il y a une façon de bien faire, d'intégrer les panneaux solaires dans l'architecture de ton bâtiment. Il n'y a rien qui t'empêche que ça vient ton siding. Right. Pourquoi tu ne le mettrais pas sur ton mur? Oui, c'est moins efficace, mais il faut que tu payes pour ton revêtement de ta maison. Pourquoi pas, ça ne serait pas un revêtement de panneaux solaires? C'est un petit peu comme que Elon fait avec... Exactement. Exactement ça. C'est plus tough que... Parce que c'est de la vitre. C'est ça. Un ombrière, un carporch. Pourquoi est-ce que le monde ne pourrait pas mettre un carporch puis mettre tes panneaux solaires directement sur la toiture? Ils font souvent ça. Exactement. En Californie, je pense. Puis pourquoi est-ce qu'on a toutes les voitures électriques présentement qui s'en viennent? Puis comment est-ce qu'on va mettre ça? On est capable de mettre un système avec une dizaine de panneaux solaires puis un petit peu de batterie. Puis on pourrait mettre ça dans tous les stationnements du Superstore, Sobeys. Pourquoi est-ce que on n'oblige pas
Ah ouais, ben, ça c'est pas juste obligé, mais ça fait un programme de financement pour installer ces installations-là. Si il y aurait toutes ces stations de recharge-là, solaires, toutes bien mis, non seulement ça créerait la job pour les fournisseurs locaux, les électriciens, mais là, les vendeurs de chars, on pourrait adopter beaucoup plus les voitures électriques, puis il y aurait des stations de chargage partout. Ouais. Ben oui. Ça serait vert, puis ça serait un moteur économique. C'est de là que je viens directement au début de ce qu'on parlait, que les énergies renouvelables est probablement une des révolutions possibles. Il y a 5 grandes révolutions dans l'industrie d'ingénierie, là, un peu. Là. L'énergie renouvelable est une qui pourrait vraiment perturber l'économie puis vraiment améliorer l'économie régionale. Ouais. Ça en est un. Il y en a 4 autres, là, mais ça, c'est un des autres axes. Ouais. Ah, OK. Ouais, là, vous êtes curieux. Oui. Je sais pas. C'est une vidéo que tu avais mis. Tu avais mis une vidéo là-dessus. Dessus les différentes les technologies perturbateurs. Ouais. Ça, t'as... Vite fait. Vite fait. OK. Fabrication additive. 3D printing. OK, ouais. Fabrication additive. Je te montrerai mon 3D printer. Good. Ça fait CCNB à U-Haul est capable de faire de la fibre de carbone, du Kevlar, puis 4 différences, du nylon, puis 2-3 autres plastiques. Pas de métal? Le métal, pas encore, mais elle est à UNB. Ouais. Oh, nice. Ça fait, puis UNB a différentes applications, mais on a n'importe quelle pièce de métallique que tu fais, tu dois faire présentement avec une CNC la soustraction, ça fait que tu as des déchets, tu peux les recycler. Oui. Mais la construction additive est capable de repenser à l'ingénierie à les formes beaucoup plus organiques. Puis tu utilises beaucoup moins de masse. Tu penses des avions et tout ça. Encore plus, tu as un porte-avions militaire. Là, je rentre un peu militaire, mais tu as un porte-avions militaire américain, là. C'est 2000 personnes à peu près. C'est quasiment la même population que Petit Rocher, qui est dans le porte-avions. Puis eux, ils ont des réacteurs nucléaires qui feraient l'énergie, mais ils sont ils doivent être tous self-sufficient. Mais quand il y a des pièces qui brisent, puis tout ça, puis les outils, là, ils ont une stock room. Là. Ils ont besoin de stocker tout ça. À cette heure, oublie tout ça. Mets 2-3 gros bacs de poudre, puis tu as une imprimante 3D qui imprime en métal. Peu importe ce qui brise. Exploration sur Mars. Ouais. C'est vrai. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Apporte ça. Tu n'as pas besoin des outils. C'est une banque de données. J'ai besoin d'un wrench. Je l'imprime. Execute. 10 minutes après, je dis 10 minutes, ça fait plus longtemps que ça, là, mais on va dire à un certain temps de temps, j'ai le wrench, je fais mon application. Quand j'ai fini, je le mets dans un grinder, ça revient back en poudre, je recycle de nouveau, puis je reviens back dans la terre. C'est vrai. Donc, ça, c'est un secteur d'industrie qui est révolution. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle, l'AI. Pas besoin d'aller plus en détail, mais il y en a beaucoup de toutes les applications qu'on peut faire. Le troisième, c'est l'Internet of Things. Maison intelligente. Maison intelligente, tout choses, ça. Troisième, c'est l'électrification du transport. Avec le quatrième, c'est ça. Avec la dogmatique qu'on appelle les voitures intelligentes qui conduisent tout seul. Ça, pensez à ça. GM est déjà en train de faire un programme pilote en Californie que tu aurais une voiture électrique autonome qui est conduite par elle-même. Ça, pense à cette application-là. Tu n'achètes plus de voiture. Ben non, c'est des taxis. Combien de pourcentage dans la journée que tu utilises ton véhicule? C'est pas GM, ça, c'est Tesla. Tesla le fait, mais GM est en train de le faire aussi. Ouais? Après tu pourrais louer ton char dans la journée. Exactement. C'est pas juste louer ton char, c'est que tu paierais, mettons, je sais pas moi, 400$ par mois. OK? On va dire 500$ par mois. OK? Mais ça te donne une telle gamme de voitures. Tu sais, c'est pas de luxe, mais tu sais, whatever. Tu sais, 500$ par mois. Puis tu as une application, puis tu dis, j'ai besoin d'une schedule, j'ai besoin d'une voiture de là pour aller là à là. 15 minutes avant, ta voiture arrive tout seul. Tu embarques dans la voiture, puis elle te conduit. Quand tu as fini, elle décolle. Puis quand tu as besoin de nouveau, tu l'as mis dans ta schedule, elle arrive de nouveau. Mais pense à ça, là. Ça fait, la voiture arrive, tu gazes plus ta voiture. Ça fait, toutes les stations de service ne fonctionnent plus. Parce qu'elle a une station de recharge qui est localisée. Tu t'occupes plus de la maintenance de véhicule. C'est tous les petits garages ne fonctionnent plus parce que c'est les centres présentement qui fonctionnent. Tu n'assures pas la voiture. Tu ne peux pas assurer une voiture qui ne t'appartient pas. C'est vrai. Ça fait les compagnies d'assurance ne fonctionnent plus.
Okay? Le taux d'accident est beaucoup moins haut. OK? Puis les garages, imagine-toi au niveau de perturbation, les taxis, tout ça, ça vient un gros choc dessus. Comment les emplois et tout ça peut arriver. Révolution. C'est une révolution, exactement. Effectivement. Ouais. Wow. Si tu penses à ça de même. Oui. Puis l'autre, c'est les robotiques, les robots. OK. Ouais, qui était mon ancien emploi au collège qu'on a mis en centre de recherche. C'est ça que tu faisais, là? Oui. On a mis en place une chaire de recherche pour la robotique. OK. Puis encore, le monde a peur qui dit que ça enlève des emplois, mais non. Donner un bon exemple, c'est les robots soudeurs. Ouais. OK? Premièrement, le robot soudeur ne pourra pas y aller n'importe où. Tu vas dans une cheminée, puis tout ça, il ne pourra pas. Mais c'est quelque chose à répétition. Un soudeur, un humain, c'est prouvé qu'il est moins efficace. Mais ça prend un soudeur pour opérer le robot. C'est juste une affaire plus. Ouais. C'est rien que ça qui se passe. Parce que tu dois être capable de dire au robot, tu dois soudre, est-ce que c'est la bonne soudure, tout ça, pour faire les pièces. Donc, le robot devient un outil. Okay? J'avais un autre projet que c'est des huîtres, où il y avait 12 madames, qu'ils devaient... Le convoyeur bougeait à un pied à... Je pense que c'est comme... Je sais pas, un pied seconde, là, mais c'est comme... Ou 10 secondes, quelque chose comme ça. Là. Ça fait... Puis il y avait des huîtres, puis il devait faire... Dans 1 minute, c'était proche de 400 manipulations. Puis c'était de regarder l'huître, elle est morte, elle est pas morte, elle est size 1, size 2, size 3, qualité 1, 2, 3. Puis il y avait tous des différents critères qu'il devait faire. Puis le convoyeur bouge. Tac, 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 puis ça bougeait. Puis il faisait ça pendant 12 heures de temps, d'un chiffre de 12 heures. Puis les madames t'offrent à peu près moins qu'un mois. Puis après ça, ils sont musculairement, ils sont blessés. C'est musculaire, des blessures musculaires qui se font, tout ça. OK. C'est pas des bonnes applications pour un humain à répétitif comme ça. Non. Mais tu mets un système intelligent avec un système de vision avec un robot. Puis on a tout designé un système qui est capable de faire tout le triage automatiquement avec un robot. Se fatigue un peu comme qu'ils font dans les 100 000. Donc, c'est toutes les différentes révolutions. Parce que ce monde-là, pas besoin de services médicaux. Exactement. C'est ça. Puis, le gouvernement finance des projets de même, mais c'est seulement si qui n'est pas capable d'avoir la main-d'œuvre. Donc, on ne veut pas en remplacer des gens. Non, pas commencer fort comme ça. Mais c'est sûr, chaque révolution, comme quand les industries ont commencé, quand le train à vapeur est arrivé, ça a toujours dérangé le statu quo. Ça a toujours dérangé quelqu'un jusqu'à temps que la majorité du monde s'aperçoit des bienfaits. Le train à vapeur arrivé. Ça prend une génération, peut-être. C'est ça, c'est à peu près, c'est ça. Nos enfants sont nés presque dans les maisons intelligentes. Ils peuvent. Internet of Things, eux autres, c'est du naturel. C'est même pas dans. Internet of Things n'est même pas encore les maisons intelligentes dans le code de bâtiment. OK, ouais. Puis ça va falloir que ça s'en vienne dans les prochaines versions. Alors, il y a la sécurité, il y a des façons à faire. Il faut faire attention. Il ne faut pas plonger à pleine vitesse. Je suis un ingénieur électrique et j'aime la technologie, mais il faut que ce soit bien fait. Puis au niveau de sécurité, d'éducation, droit à la déconnexion et tout. Mais je crois qu'au niveau d'empreinte environnementale, je crois qu'on n'a pas le choix d'aller là pour faire la conservation d'énergie, le contrôle, puis de seulement utiliser ce qu'on a besoin. C'est ça aussi. Nice. Autre question. Right now, ce qu'on fait, c'est la fission nucléaire? Fission, tu sais pas. Nucléaire? Ouais, on fait pas la fusion. Fusion, pas encore. Penses-tu qu'on va ever pouvoir? Je crois que oui. Ouais? Oui. OK. Puis ça serait une technologie perturbatrice. Oui. Beaucoup moins polluant. Mais il faut qu'on comprenne que quand on fait la fission, les molécules, tu vois, dans un état d'énergie inférieur. Ça fait une molécule qu'ensemble, tu la brises, tu libères d'énergie. Mais là, il faut prendre deux molécules ensemble, puis les mettre ensemble et rester stable. Puis elle va libérer d'énergie. Donc, c'est rendre à la physique quantique puis tout ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a des avancements qui sont faits, mais je pense pas que c'est pour tout de suite. Non. Mais non, ça,
c'est le Saint Graal, on va dire, de l'énergie présentement, ce livre. Yeah. Théoriquement, c'est possible théoriquement, mathématiquement, de le faire. Mais je pense que le trouble, c'est la source. Il faut une énorme source d'énergie. D'énergie initiale, exactement. Donc, ça vient comme quand j'expliquais le Black Start, puis tout ça. Ça prend beaucoup d'énergie pour commencer. Donc, avoir ça comme tout seul, ça ne marchera pas. Tu vois, la solution, c'est très compliqué au niveau d'énergie puis tout ça, parce qu'il n'y a pas une solution miracle. Non. C'est plein de solutions que tu dois mettre. Tu ne peux pas mettre toutes tes œuvres d'un côté. C'est pour ça que quand je vois le gouvernement présentement dire qu'on va investir dans la nouvelle économie, des mini-réacteurs nucléaires, puis ça va créer 10 000 emplois au Nouveau-Brunswick, je crois pas ça. Je crois pas ça. Non. Qu'est-ce que tu penses des mini-réacteurs? Les mini-réacteurs existent, ça fait longtemps. OK. On a parlé des porte-avions. C'est une technologie militaire. Ah, right. OK? Ça existe déjà. OK. Tu as déjà des réacteurs nucléaires dans certains satellites que tu as mis. OK? Ça existe déjà. OK? Le problème dans un porte-avions, tu as certaines réglementations, c'est bâti d'une certaine façon qui n'est pas économiquement rentable. On s'entend que tout c'est raté. C'est militaire. C'est militaire. Tu peux avoir un missile, ça explose, ça fait rien, ça continue. Puis on va mettre de l'argent. Puis quand on rend un produit commercial, il faut que ça soit rentable. Ça, c'est un de mes premières craintes que j'ai. La deuxième, c'est regarde Pointe-le-Pro. OK? La Pointe-le-Pro génère pas, à mon point de vue, c'est une opinion, c'est un dicton, là, mais elle ne génère pas des kilowatts. Elle génère du manpower. Le nombre de personnes qui travaillent là, le nombre d'heures, puis qui ont un salaire, il y a plus de monde, puis de contrôle de qualité, puis d'inspecteurs, environnement, des mesures, des systèmes mis en place. C'est ça qui serait le but d'un mini-réacteur. De ne pas avoir ça. C'est ça. Exactement, parce qu'ils produisent moins. Okay? Mais l'argument, quand on regarde à l'économie, OK? Moi, j'ai opéré un parc éolien. Je suis expert dans ce domaine-là. Puis, on a donné un exemple, Caribou Wind Park, encore, c'est là que j'étais, c'est 100 mégawatts. OK? On avait en total 15 employés. OK? Pour 100 mégawatts. Les mini-réacteurs, c'est à peu près 300 à 400 mégawatts. À peu près qu'ils regardent. OK? Ça fait, tu regardes à peu près, puis ils veulent vendre ça à 30 cents du kilowattheure. Ça fait le calcul de combien d'argent que tu as, puis comment ça coûte à mettre la chose, combien d'employés qui sont capables d'avoir pour que le plan d'affaires fonctionne. Tu gardes à 20 à 30 employés. Seulement. Ça fait, est-ce que ces 20 à 30 employés-là vont être capables de s'occuper de la réglementation, de la cybersécurité, terroristes. Là, j'ai été comme un peu Hollywood un peu là-dessus, mais surtout au niveau de la réglementation, puis le NERP, tout ça, mettre ça en place, je suis pas si certain que ça. Parce que si tu regardes au militaire, c'est pas les mêmes standards, ils sont 2000. Puis ils sont une grosse équipe, beaucoup plus grosse équipe que quoi ce qu'eux vont avoir là à opérer ça. C'est pas toutes les 2000 personnes. Non, c'est pas toutes 2000. Non, à all fairness, mais... Mais il y en a quand même plus que 20, vraiment. C'est ça. C'est tous les power engineers qui est là, puis tout ça. Là. Ça fait... J'ai des grosses craintes à avoir. Puis c'est pas mis public, hein, tu sais. Puis comment est-ce que ça fonctionne? Puis de là, aller convertir Belledune à cette technologie-là, mais... ce mini-réacteur-là ne sera pas assez pour remplacer Belledune. Puis Belledune, présentement, a plus qu'une centaine d'employés. C'est déjà une perte d'emploi, une perte d'économie pour la région du Nord. Ça fait là, j'ai la misère à voir... Ça sonne pas comme une solution. Non, mais j'ai la misère à voir où est-ce qu'il ramasse le 10 000. Est-ce qu'il va dire qu'il va le fabriquer au Nouveau-Brunswick? On s'entend-tu que ça ne va pas être bâti au Nouveau-Brunswick? Non, absolument pas. On s'entend. Ça fait... Puis même ce qu'il bâtirait ça au Nouveau-Brunswick, c'est-tu 10 000 personnes? J'ai la misère à voir... La maths match pas. La maths match pas, puis j'ai la misère à voir ça comme la solution magique pour sauver le Nouveau-Brunswick au niveau économique. Non, j'ai la misère à voir ça. Moi, je vois beaucoup plus
les énergies renouvelables en général, que ce soit éolien, solaire, stockage, Internet of Things, tout ça, je vois ça beaucoup plus un moteur économique que un gimmick que tu mets une fois à une place puis tu penses que tu as fait. Ça sonne comme une promesse électorale. Mais il y a de l'investissement qu'ils ont fait, puis il y a déjà un centre de recherche, puis ils sont en train de faire. Puis il veut pas. C'est quoi ce qui est le plus facile pour Énergie Nouveau-Brunswick à faire en dedans de 10 ans? OK. Ouais. À prendre un réacteur, puis le mettre là, puis convertir Belle-Dune. Right? C'est la chose la plus facile. Parce que ces réacteurs-là, sont-tu pas supposés d'être autonomous? J'ai envie de dire. Non? Non, il n'y a rien qui est autonomous. OK. Ouais. Nerd. Ben, juste. Ouais. Tu l'allumes, tu l'arrêtes. Tu sais. Ben, oui, c'est tout automatique un peu, mais tu peux pas. Jusqu'à un point. Jusqu'à un certain point, exactement. OK. Les éoliennes sont automatiques. Mais comme tu n'auras pas. Mais il y a du monde, il y a 15 personnes qui travaillent là. Ce serait plus dans le sens que tu n'aurais pas. Tu sais, comme au parc éolien, on était moi, toi, 2 autres. Si tu n'inclus pas eux autres qui font la maintenance, on était 4 là tous les jours. Oui. Je pense pas que ces réacteurs-là, il y aura 4 personnes à chaque réacteur à tous les jours. Il y aurait les personnes de maintenance. Puis tu devrais avoir au moins quelqu'un qui est un opérateur qui est toujours là. Pour sûr. Ouais, OK. Ouais, tu serais obligé d'avoir un opérateur toujours là. Parce que si il y a une alarme, il y a quelque chose qui arrive, il faut qu'il réagisse tout de suite. Ouais. Puis tu vas avoir des safety qui vont être manuels, qui vont overrider quoi, ce qui est automatique. Ouais. OK. Tu vas être obligé d'avoir un temps de réponse automatique. Ouais. Ça fait, puis là, tu as des chiffres, des affaires de même, mais on s'entend, c'est pas 10 000 personnes. Compare à point. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Un parc éolien va avoir plus de personnes, va avoir plus de retombées économiques qu'un réacteur nucléaire. Là. Ouais. Puis là, quand tu fais des déchets après ça, le nucléaire, par exemple, don't get me wrong, le nucléaire, on n'aura pas le choix. Pour l'Amérique du Nord, on n'aura pas le choix. Puis je pense, au niveau de la planète, on n'a pas le choix. Si la fission serait là, ça serait mieux. Mais on a quand même besoin d'un chunk d'énergie pour qu'on consomme beaucoup trop en tant que société. C'est ça, là. Yeah. On consomme trop, puis on a besoin de base. Yeah. Puis oui, quand on n'a pas tout assez de stockage, puis tout ça, on a besoin de quelque chose qui est continu, puis qui est reliable, qui est steady on. Qui est reliable. C'est ça. Ouais. Puis ensuite, ce qui varie après ça, c'est là que tu mets les énergies renouvelables, puis le stockage qui fait le reste. Ben, toi, en tant qu'expert en énergie verte, crains-tu plus les déchets nucléaires que le déchet des usines à charbon, mazout, etc.? C'est dur à répondre. C'est que ça reste. Ça dépend si c'est bien fait. Oui, ça reste longtemps. Ça dépend comment bien fait, c'est ça. Donner un bon exemple, la mine Brunswick, arrêtée comme une bonne place à mettre des déchets dedans. Quand tu penses à ça, très creux, du zinc, puis il y avait déjà un paste plant, puis tu remplis ça tout de ciment, mais tu as quand même, c'est sur ça qu'il va rester des millions d'années, des milliers d'années. C'est pour les générations. C'est pour les générations qui gèrent ça, puis tout ça, exactement. Puis il faut le transport, puis c'est là que, comme c'est le facteur humain, là. Tu peux avoir un accident, des affaires de même, ça fait... Il y a des gros risques. C'est des risques qui ne pardonnent pas, regarde ce qui arrive à Tchernobyl, ça pardonne juste pas. Non. Puis il y a eu un documentaire sur HBO, là, c'est très intéressant pour Tchernobyl. Vraiment bonne. C'est pas un documentaire, mais c'est comme une genre de. Une émission. Une émission, c'est pas un documentaire. Je l'ai vu. Ça fait montrer comment il parlait comment proche que ça était comme d'un vrai désastre que ça aurait pu faire pour toute la. Comme la planète au complet. Là, apparemment que le détecteur à Saint-Jean a détecté le meltdown. Fait imagine, tu sais. Ah, c'est fou. Regarde quand c'est arrivé au Japon pour le tsunami, tu sais. Et ça a-tu été détecté partout sur la planète? Ça a été dans l'Atlantique. Il y a des courbes, des graphiques qui voient la radiation qu'il y a dans la mer, ça, présentement, là, tu sais. Ça fait, OK. As-tu entendu parler des Nuclear Nano Diamonds Batteries? Non. Non? Non. Tu checkeras ça. OK. C'est... Nuclear Diamonds Battery. Nuclear Diamonds... Nano Diamonds Batteries. OK. Ils prennent des déchets nucléaires. OK. De ça que j'ai lu. C'est la théorie, ça, ou c'est quoi? Il y a une startup company qui est en train de faire ça en Californie. Là. Ils prennent des déchets nucléaires, ils mettent ça dans tel layer pour pouvoir faire de l'énergie. Puis ils l'enferment dans comme une couche de diamant, I guess, pour que ça isole comme les radiations.
OK. Ça fait-tu du sens? Non. Je sais pas que le diamant empêche. As-tu vu ça sur l'Internet? Oui. Ouais. Pas tout vrai. Ça, t'as pas entendu parler de ça. Non. Tu vas voir ça. Non. Ça pourrait être intéressant. En tout cas. Pour la radiation, ça prend de la masse. Beaucoup C'est la densité. Aussi, OK. C'est la densité. OK. Ça fait un diamant, c'est pas si dense que ça. Non, c'est ça. C'est pour ça, je sais pas. Le diamant a des propriétés, comme c'est très dur, mais c'est pas dense. Non. Okay. Tu prends un diamant, tu peux mettre le diamant dans les aimants. Ah oui, c'est ça. Mais tu mets un once de diamant, mais un once de plomb. Ouais. Ben, le plomb va beaucoup mieux pour bloquer la radiation. Okay. C'est la densité. Yeah. Donc, je sais pas. Bon, c'est mon initial thought. Questionne tout, lui. Il embarque pas pour rien. Yes. Tu veux-tu parler du parc éolien à l'Anse Bleue? Tu peux en parler un petit peu, oui. Un petit peu, moi. Oui. Dans quel sens? Penses-tu que ça aurait fait du sens? Comme le vent est là. Oui. Il y a du beau vent. La seule chose que le monde n'aimait pas, c'est d'avoir des fans de métal dans le background, qu'ils disaient. Puis ils avaient peur. Ils connaissent pas, ils ont peur de l'inconnu. Oui, il y a beaucoup de misinformations. Ouais. OK? Y aurait-il une façon qu'ils auraient pu le faire que ça aurait marché? Oui. Ben, comme Parce tu que là, disais, c'est comme... Je trouve que le projet dans le bleu fait très mal aux énergies renouvelables et à la réputation. Ouais. OK? Puis, je suis sûr que du monde qui s'occupe dans ce domaine-là, on est très frustré pour ce projet-là. Yeah. OK? Ben oui. Le problème avec ce projet-là, il y a des problèmes commerciaux, financiers et tout ça, que c'était extrêmement bas. Comme le prix qui a rentré était rentré extrêmement bas. C'est pour ça qu'il a été sélectionné, mais c'était un bas où c'est financièrement très difficile à soutenir. Okay. C'est une des raisons pour laquelle la ville de Bathurst a décollé. OK. C'est pas pour tous les autres problèmes. C'est quand il est venu voir les chiffres, ça, financièrement, ça ne fonctionne pas. OK. OK? Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est l'aménagement. Donc, l'emplacement. Ouais. Oui, il y a du vent, mais il y a des maisons à 500 mètres. Même un petit peu moins. Ah, ils voulaient le mettre proche de même? Oui, c'est très, très proche. Là, je pensais que c'était... C'est 500-600 mètres. Il y a des lignes de transmission qui vont passer au village historique acadien. Que tu vas voir les lignes de transmission. Okay. Ah ouais. Tu sais, ça fait au niveau de gestion, c'est de développement, je pense qu'il manque un petit peu de tact. Ouais. Il n'aurait pas pu... le 90%. Comme mettant qu'il aurait pu passer les lignes de transmission à une place différente. Oui, il peut. Il peut, oui. Mais financièrement, il ne pourrait plus le faire parce qu'il y a trop... Lui a donné un prix à Énergie Maudite, je te donne le prix à ça. Il a tout fait ce design-là, puis il n'a pas fait ses études comme du monde. Non. Là, il est pris avec ce prix-là. Puis si j'ajoute 2 km de plus de lignes, ça tombe en... Ça va être... Ouais. So, il n'aurait pas pu comme faire les offshore, comme un parc offshore. Parce que là, ça aurait été des prix encore. Oui, un parc offshore, tu parles de 1 milliard et plus. OK. C'est très dispendieux. Ouais. Je pense pas que localement, que l'expertise puis le support financier serait là. Localement, pour réussir à ramasser des fonds d'un projet de 1 milliard, il faudrait que Énergie Nouveau-Brunswick et le gouvernement soient très partenarial. OK. Mais ça, en réalité, c'est mon plus grand rêve, de réussir à faire. Ouais. Il faudrait vraiment faire attention avec encore l'emplacement. Ouais. Tu es capable de mettre ça à des places où tu les verrais pas, qui ne dérangeraient pas les côtes. Il y a des façons à les placer que ça n'affecte pas le marin. Oui, ça va les affecter temporairement quand tu vas faire les fondations. On parle d'une fondation d'à peu près 20 pieds de diamètre d'un trou d'attitude, puis quand c'est fini, c'est fini. Là. Ouais. Tu mets 20 pieds de diamètre, un carré, puis il n'y a plus d'eau, tu la pompes, là, tu fais ta fondation. Okay. Mais il y a des nouvelles technologies flottantes aussi qui sortent, puis c'est juste des masses que tu mets au fond, puis ça avec des câbles qui tiennent l'éolienne, puis ça flotte. Okay. Ça fait, ça apprend à se faire tester. Il y a différentes technologies.
Mais je crois, c'est ça que dans les parcs offshore existent déjà en Angleterre, dans le mer. Puis c'est là qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'avaient pas l'espace. Okay. Puis dans le offshore, le vent est continu. Ils vendent presque tout le temps. Ah ouais? Presque, ça varie pas. Presque jamais. Puis t'es beaucoup plus haut, t'es beaucoup plus fort. Okay. Ça fait que tu peux produire beaucoup. Mais tu as besoin, au niveau de réglementation, puis au niveau d'équipement, c'est différent. Tout ça, ça coûte des milliards. Parce que tu as besoin des bateaux. Tu as besoin d'un hélicoptère. Tu as besoin d'un aéroport avec un hélicoptère. Tu as besoin de tes tugboards. Le secouriste. Ça fait si tu rentres sur l'éolienne puis quelque chose qui arrive, il faut que la personne est capable de rester dans l'éolienne puis dormir là. Je mets quelque chose d'urgence, une tempête qui arrive. Ça fait l'éolienne est différent. Il faut qu'il y ait une plateforme qui peut atterrir, tout ça. Tu prends toute l'électricité, il faut que tu la montes d'un point. Tu ne vas pas mettre, mettons, si tu as 100 éoliennes, tu n'as pas 100 câbles qui vont à la terre. Non. Ça se rejoint tout d'une place. Mais ça rejoint une place, c'est une station, une sous-station, mais elle est offshore. Mais là, il y a du monde qui reste là. Ça vient comme un oil rig. La technologie, on a déjà, tu penses comme un oil rig, mais c'est une plateforme de même, mais c'est comme du monde qui reste là, tu fais du manger, puis tout ça, c'est des chiffres, tu vois là, tu restes un mois, puis ensuite tu reviens back. Ça, tu vois, mais imagine-toi ça, OK? Dans la région du Nord, OK? Tu as la Fabrication Shop à Belgium. OK? Déjà une bâtisse, on a déjà des soudeurs, on a déjà la capacité, puis être capable, il y a déjà assez de soudure dans la région qu'on serait capable de fabriquer une plateforme, faire ça. OK. On a fait le pont de la Confédération. C'est les mêmes sortes de fondations. Est-ce que ça a brisé le sol marin? Non. Il y a eu beaucoup des pêcheurs ne voulaient vraiment pas. Mais à ça que c'est là, il n'y a pas de problème. Les bateaux continuent, les poissons n'ont pas eu de problème, tout ça. C'est la même affaire. On a beaucoup de technologie puis beaucoup de savoir-faire qu'on peut utiliser comme ouvrier. Puis peux-tu imaginer l'économie que ça ferait à pouvoir... Ça fait ça, c'est comme... Avant de mettre une nouvelle centrale nucléaire ou une nouvelle centrale de charbon, moi, je crois fortement que c'est ça qu'on devrait pouvoir mettre. Puis il faudrait que ça soit fait avec les Premières Nations. Toujours avec les Premières Nations en premier. Là, c'est offshore, oui, en concert avec les pêcheurs, l'association des pêcheurs, s'assurer des zonages, que c'est pas en plein milieu de bassins de poissons, puis des affaires de même, que ça soit bien coordonné. Les baleines, faire attention. Puis il y a beaucoup d'études. Ça se fait pas en cliquant des doigts. Non. C'est quelque chose qui prend un gros 5 à 8 ans. C'est un projet de société. Un bon 5 ans d'études environnementales. Faire sûr qu'on a tout mis les points sur les i puis croiser les t. Là. Puis je crois que ça serait quand je disais que les énergies renouvelables seraient un moteur économique pour les régions, ceux qui pourraient aider la région puis sauver le Nord, ça serait Exactement là. Exactement. C'est mon rêve futur. Commencer sur Terre puis ensuite aller sur Mars. Nice. Après ça, aller sur... Ça pourrait-tu être une extension de ton projet super? Oui. Okay. C'est mon rêve, OK. Nice. Comme société, il faudrait qu'on ait tout ce rêve-là un peu. Il faut que ça soit bien fait. Puis il faut que ça soit à consultation. Il y a de l'éducation à faire. Puis il faut que où est-ce que l'argent rentre, va, puis que faire sûr que ça redistribue. Tu donnes un peu d'argent aux pêcheurs, à l'association des pêcheurs pour les supporter, puis tout ça. Ça fait... Je crois qu'il y a du potentiel. Nice. Je sais pas comment t'as aimé que t'es. Oh, freak one. Une autre question. Dernière question. Ouais, vas-y. T'as-tu acheté le Lego de ISS? Ma femme a dit non. Ah! J'ai Apollo. Ah, moi tout. Oui, je l'ai fait. Je veux le faire. C'est pas une vraie question. OK. Non, ma femme a dit non. Peux-tu... Dernière question. Oui, vas-y. Le projet là, au Québec pour LG, puis LG2, puis la Manic, tout ça, trouves-tu que ça a bien été exécuté? Oh. Dans les projets d'Hydro-Québec. On a parlé beaucoup d'Hydro. Ouais. Je suis très étonné. C'est la même chose avec Muscat Fall en Terre-Neuve. Il y a des dépassements de coûts énormes. OK, oui. Mais il y a un retour sur l'investissement. Oui, il y a quand même... C'est des projets... On ne réalise pas comment est-ce que ces projets-là produisent beaucoup d'électricité. Puis le coût de vente, même, c'est...
c'est vraiment en vrac. C'est comme vendre l'électricité style Costco. Oui. Ça fait... Il y en a trop. Oui, mais c'est ça. Ils en produisent beaucoup. Ça fait, ils peuvent se permettre de faire des erreurs. Puis tout ça. Puis parce qu'ils en ont assez. On a assez d'en vendre qu'on va juste le récupérer. Puis à place de faire à place de faire mon retour d'investissement en 7-8 ans, ben, je vais le faire en 10-11 ans. C'est un projet de 50 ans. Oui. Je dis des chiffres de même, là, c'est un peu de cette échelle-là. Le problème, vraiment, dans tout ça, c'est des erreurs techniques, des erreurs contractuelles qui sont faites. Puis ces erreurs-là viennent que les échéanciers sont trop courts pour donner la chance aux ingénieurs et aux personnes techniques de réussir à faire le projet comme du monde puis de faire sûr qu'il y a un bon contrôle de qualité. Je crois qu'il y a eu ça fait quoi? Ce qui est arrivé, il y a eu des pressions politiques. La politique s'en a mêlé. Puis qu'ils ont dit go, je vais avoir ça à cette heure, des deadlines. Ils ont coupé les coins ronds. Puis là, ça les a pognés vers. Puis c'est toujours ça qui est le problème. Dans les projets d'infrastructure, c'est la cédule où ce qui ne donne pas assez de temps pour les personnes à pouvoir faire. Puis le monde se fie trop dessus les ordinateurs. Après un bout de temps, il faut que tu prennes un recul. Savais-tu que, comme anecdote, que on a parlé de Lego, la Saturn 5, que le moteur, l'engin Merlin, c'est l'engin avec les gros propellers, genre de, qu'on n'est pas capable de le rebâtir. Ils ont essayé. Il y a une université qui a essayé de le refaire, puis on n'est plus capable technologiquement de refaire le moteur pour se réaliser sur la Lune. On n'est même plus capable pour réinventer de nouveau complet à zéro. Il n'y a pas les matériaux? Non. Le savoir-faire n'est plus là. C'est le cas ce qui est arrivé. Plus de nadis. Ben, dans le temps, les ingénieurs, ils ne sont pas trop bons à mettre sur papier. Ils n'ont pas tout mis sur papier. C'était dans leur tête. C'était dans leur tête. Puis les méthodes de fabrication étaient faites à la main. Beaucoup des pièces étaient usinées à la main ou fabriquées. C'est pas des CNC. C'est pas des CNC qui faisaient ça. C'est à l'ordinateur tout fait. Nous, on bâtit trop précis. Eux, ils chimaient. Ils ajustaient, puis ils checkaient, puis ils polissaient. On va polir un petit peu, on va sabler un petit peu plus. On fait plus ça. Ces techniques-là, c'était beaucoup plus artisanal. Puis ce côté artisanal-là, ce savoir-faire-là, n'a pas été transféré. Puis quand ce qui est arrivé, tout de suite que le programme Apollo est fini, ils ont tous déhaffé des ingénieurs. Les autres sont partis, puis ils sont tous morts présentement. Puis ils n'ont pas transféré. Ça fait là, quand ils ont repris les dessins, on va refaire de nouveau cet engin-là, ils n'ont pas été capables. Il manque l'information. Il manque de l'information. C'est ça. Là, il faut réinventer la roue. C'est ça que tu veux dire qu'on se fie trop. Ils veulent-tu vraiment réutiliser ces mêmes moteurs-là? Ils doivent pouvoir faire du stuff vraiment plus efficace à ce temps. Ils auraient pu travailler avec ça. Mais... ça dit que, je sais pas, Armageddon ou whatever, on doit aller sur la Lune, let's go! On a déjà été sur la Lune. Non, on peut plus y aller. On peut plus, comme dans 10 ans, on y aller. C'est comme, vraiment, c'est ça que c'est, là. C'est bizarre, c'est même blowing parce que nos grands-pères ont été capables de le faire, puis nous autres, on n'est pas capables. Avec des ordinateurs gros comme la maison qui faisaient... un calcul. Non, c'est fou. Hein. C'est bizarre. Dernière question? Moi, j'en ai plus. Je pense pas. Je pense qu'il y en aurait d'autres. Mais... je voulais te demander qu'est-ce que tu penses qu'est l'énergie du futur. Je peux m'assurer que ça serait la fusion. Fusion, mais moi, je trouve que après ça, c'est l'hydrogène. C'est ça qu'il y a le plus dans l'univers. Quel matériel qu'il y a le plus dans l'univers? C'est l'hydrogène. C'est ta fuel la plus facile à avoir partout dans l'univers. Si tu veux aller à d'autres planètes, faire d'autres choses, c'est l'hydrogène. I guess, Comment est-ce qu'ils appellent ça? Des Dyson Sphere? Oui. C'est les différents types de civilisations. Penses-tu qu'on va ever voir ça? Ça, j'aimerais qu'on parle de ça. On se revoit, là. Parce qu'on avait fait un épisode, à un moment donné, on avait passé dans l'évolution possible de l'humain. Là. De l'humain, les différents types. Type de civilisation. Type 1, type 2, type 3. Là. Puis aller réutiliser l'énergie autour des trous noirs, puis démonter des soleils pour prendre l'hélium. Puis, Yes. OK. Merci beaucoup, Raphaël. Plaisir. Pour la durée des heures, on a fait
chacun notre bord des enfants. Fait que, on va aller les checker. Ouais. Tu payes le prix à ça. C'est ma faute. Ouais. Guillaume, là, on pourrait continuer. Non, c'est bon. J'ai faim. Ouais, on va aller souper. Un gros merci, puis une invitation ouverte, franchement. Oui. Là. Chemin du Veronier. Invitez-moi. Oui. Trouvez un sujet. Cool. Un petit peu d'éducation à passer avant. Ouais. Génie civil, conservation d'énergie. Oui, non. Génie. Nice. Quand le gouvernement sera majoritairement vert, là, on pourra peut-être leur donner. Je sais pas quand. Pas obligé d'être vert. C'est juste un bon gouvernement. Penser vert. Ouais, c'est un bon gouvernement qui met des bons programmes. C'est ça qui est c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Yeah. Ouais. Cool. Merci. Bon, gros merci. Salut le monde. Merci tout le monde qui nous écoute. Puis n'oubliez pas de liker notre page Facebook. Oui. Aimez-nous. Merci, salut. Bye.